C'est passé. Bonjour. Ça remarche? Mes petits chats, vous êtes où? C'est bon, ça remarche. Bah, OBS, ça crache. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, mais Fantomas, c'est ça, tu sais, je pense que c'est... Comme il disait que c'était une espèce de truc abrutissant qui se reproduit en permanence et qui est stagnant, je pense que ça doit être ça, quoi. Putain, Sartre. C'est Sartre qui a fait tout péter, quoi. Ça remarche, tout va bien, vous inquiétez pas. Fallait pas pisser sur l'ordi. Tout s'explique. Ok, alors attendez, parce que du coup, ça s'est arrêté où? Voilà, oui. Donc, c'est le poids de toutes les contre-finalités qui agissent inexorablement contre nos propres intentions, nos amours et nos espoirs. Un peu du Jean-Jacques Goldman, ça, j'avoue. Hein, mais bon, voilà. Hello, Mekio! OBS, ça crache, mais oui, pas d'expérience. Je sais pas ce qui s'est passé, mais écoutez, on est là, on s'en fout, c'est pas grave, ça remarche, hein, tout va bien. Ce n'est pas un hasard si Sartre, tout comme de nombreux autres critiques européens, s'appuyait sur le livre Technique et civilisation de Lewis Mumford. Une étude historique des formes de rationalisation de l'organisation sociale fondée sur l'automatisation du comportement, sur le fait d'entraîner les êtres humains à fonctionner sur des modes habituels et répétitifs. Ouais, bah oui, mais parce que, oui, c'est intéressant ça aussi. Hein. Sartre ne décrit pas seulement l'isolement individuel, mais aussi la sérialité qui sous-tend des situations manifestement dotées d'un caractère collectif ou de groupe. Il utilise la notion de récurrence pour expliquer comment des formes de conformité et d'homogénéité de masse sont produites dans la conscience ou dans la culture matérielle. Coucou Cartas. Non, mais en fait, ouais, le bot, c'est normal. Parce que OBS, ça crache. Ouais. Un mème, à ne pas confondre avec le français mème, est un élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus. Ah ouais, c'est ça. Mais alors, oui, mais alors là, pourtant, c'est écrit avec un accent circonflexe. Donc du coup... Bah, c'est... Ouais, mais non, ça c'est un mème. Du coup, Kinsey, toi tu dis c'est un mème de culture internet, quoi. Je pense pas que ce soit de ça que Jean-Paul Sartre parle. Ou alors le mec était dans le turfu, quoi. Vraiment, JP inattendu, quoi. JP 100% en culture internet, quoi. Bah comme quoi, hein. Donc ça c'est intéressant. Son extraordinaire analyse de la radio fournit un modèle d'une pertinence vitale dans les débats récents sur les implications des technologies de télécommunication et des réseaux sociaux. Certes, qui pensait déjà en stonk, c'est en masterclass, hein, j'avoue. Hein. Vraiment, on l'attendait pas. Donc voilà, ok. La radio représentait un cas de ce qu'il appelait les rassemblements indirects. Ah bah du coup, c'est ce qu'il évoquait un petit peu plus tôt sur la télé. C'est un objet qui produit une unité hors de soi dans la matière organique des individus. Dans la matière inorganique des individus. Il les détermine dans la séparation et il assure, en tant qu'ils sont séparés, leur communication par l'altérité. Ah, c'est pas que des shitposts à la base, tu vois, c'est ça qui est intéressant Kinsey. Mais du coup, bon, je sais pas si c'est ça qui parle, parce qu'encore une fois, c'est pas le même accent, quoi. Même plus vieux qu'Internet, c'est ça, ouais. Bah oui, du coup, c'est juste... Oui, du coup, enfin, élément culturel reconnaissable, reproduit et transmis par l'imitation du comportement d'un individu par d'autres individus, c'est effectivement quelque chose qui peut exister complètement sans Internet. Mais du coup, je sais pas si c'est ça qui parle là. Sérialité est la reproduction abrutissante et continuelle du même. Ou alors c'est une erreur de traduction d'accent, quoi. Il est regrettable que son plan pour une étude de la télévision, prévue pour le tome 2 de la critique, n'ait jamais été mené à bien, même si ses notes préparatoires pour cette section sont parvenues jusqu'à nous. Le projet sartrien de compréhension historique débouche sur un tout autre genre du groupe, dans sa théorisation du groupe fusionné et du groupe en fusion. C'est seulement à travers cette forme privilégiée mais précaire que l'on peut entrevoir une voie de sortie hors du cauchemar de la sérialisation et de l'isolement. Lorsque ce phénomène apparaît dans l'histoire, cela suppose la réalisation d'un groupe dont la praxis
Oui, c'est ça. Dont la praxis a eu la capacité de créer de nouvelles formes de socialité. Et de nombreuses sections de la critique sont consacrées à de longues analyses sur l'émergence de groupes fusionnés dans certaines luttes révolutionnaires et anticoloniales spécifiques. Deleuze et Guattari considéraient que le modèle de Sartre était profondément juste. Ils ont théorisé ça dans un bouquin qui s'appelle L'Anti-Oedipe, qui a été publié en 1972. Ils y voyaient un retournement des idées reçues à propos de la lutte des classes. Pour Sartre, il n'y avait pas de spontanéité de classe, seulement de la spontanéité de groupe. Être simplement membre d'une classe ou d'un parti politique, c'était demeurer enfermé dans une identité sérielle. Mais seul un acte perceptif, une façon non habituelle de voir, pouvait enclencher un dépassement du pratico-inerte, par la claire connaissance de sa propre appartenance immédiate et vécue à un groupe d'individus partageant les mêmes expériences matérielles et subjectives. Ok. Donc en gros, oui, il y a vraiment cette idée d'expérimenter le collectif, quoi. C'est-à-dire que du coup, ça reste complètement abstrait si t'es membre de la classe bourgeoise, mais que tu l'expérimentes pas. C'est-à-dire que, oui. Genre, par exemple, t'accèdes pas à des privilèges, etc., quoi. C'est-à-dire que... En gros, si t'es membre d'une classe bourgeoise, mais que tu traînes que avec des prolos, bah ton expérience collective est plus prolo que bourgeoise. Enfin bon, du coup, il y a quand même un conditionnement qui est un peu différent, quoi. Mais enfin, ça te conditionne pas, c'est pas la connaissance de ta classe qui va forcément imposer... c'est ton expérience, quoi. C'est peut-être ça plutôt qui dit, quoi. C'est pas inintéressant. Pour résumer les choses à grands traits, il s'agissait de discerner, dans un moment chargé d'irritation ou de colère, une condition de communauté et d'interdépendance. On faisait un saut de conscience pour saisir en d'autres sa propre aliénation, et cette découverte allait être la base pour une liquidation de la sérialité et son remplacement par la communauté. C'est une manière de revisualiser la réalité afin d'y inclure la compréhension du fait qu'il y a des fins et des projets partagés, que ce que l'on désire le plus ne peut jamais être accompli de façon individuelle, mais seulement par la praxis commune d'un groupe, même si le groupe ou la communauté ainsi formée est affectée d'une certaine impermanence historique. Ok. Je vais plus ça, genre, si t'es prolo, il faut le vivre collectivement pour réaliser ce que c'est d'être prolo. Bah là, c'est la même chose, c'est juste que tu remplaces bourgeois par prolo, mais c'est ce que je disais, en fait. En gros, c'est ça, c'est que Enfin... Après, bon, sur la question de la classe, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que tu peux plus facilement faire, par exemple, l'expérience du prolétariat en étant bourgeois que l'inverse. En gros, c'est vachement plus facile pour les bourgeois de faire croire qu'ils sont prolos que pour les prolos de faire croire qu'ils sont bourgeois, parce que t'accèdes pas aux mêmes sphères et que les sphères sont fermées au prolétariat, les sphères bourgeoises sont fermées au prolétariat, alors que les sphères prolétaires sont pas fermées aux bourgeois. Beaucoup moins en tout cas. Enfin bon, bref, c'est bon. Mais du coup, quand même, sa réflexion est intéressante dans le sens où il faut expérimenter les choses pour en avoir conscience, en fait. C'est un peu ça son truc, quoi. À l'évidence, cette section de la critique pose des questions cruciales quant à la nature ou à la possibilité de mouvements révolutionnaires aujourd'hui, et quant à la façon dont des groupes peuvent effectivement se rassembler. Elle pose aussi la question de savoir si les formes actuelles de séparation numérique et de gestion de la perception œuvrent à désactiver ou à relayer les processus que Sartre analyse. Aujourd'hui, on fait les bourgeois, bah c'est ça. On va aller tranquillement se promener en s'imaginant aucune pression financière. C'est ça, en fait, ouais. Tu peux pas mimer le patrimoine social. C'est-à-dire que du coup, là, c'est presque plus de l'ordre du jeu que vraiment... Enfin, voilà. Non, c'est ça. C'est pour ça que du coup, il y a une limite. Mais bon, je pense que ce qu'il dit, c'est vraiment plus dans l'idée de l'expérience, quoi. Les nouvelles strates de réseaux de communication avec leur myriade d'applications correspondantes ne constituent-elles au fond que des nouvelles strates du pratico-inerte, de nouvelles appropriations d'une vie quotidienne aussi changeante qu'intrinsèquement sérielle. Il est probable que le fonctionnement 24/7 des interfaces électroniques et l'immersion micrologique massive de la culture technologique contemporaine engendrent une nouvelle forme d'unité négative entre passivité et altérité. Alors ça, c'est effectivement vrai, oui. Enfin, c'est vrai. Je dis ça genre...
J'appose mon sigle en disant ça c'est bien dit, Jojo. Un autre livre des années 60, très différent de ce premier, a lui aussi évoqué certains de ces problèmes dans une perspective qui conserve toute sa pertinence au regard des événements politiques récents. En dépit des inimitiés sectaires qui pouvaient les opposer à l'époque, il serait vain de prétendre que la société du spectacle de Debord n'a pas été marquée par certaines des formulations de Sartre dans la critique. Bien sûr, en lieu et place des déterminations de groupes en fusion, Debord suit la destinée historique des conseils ouvriers. La question immédiatement vitale dont traitent cependant les deux auteurs est de savoir quelles circonstances entravent ou favorisent les possibilités d'une action politique collective. Cette même question revêt aujourd'hui une urgence toute particulière étant donné le contre-coup ou les suites des événements insurrectionnels qui ont commencé à se produire en 2011 en Tunisie, en Égypte, dans le Wisconsin, en Espagne, à Auckland, à Bahreïn, au parc Zuccotti et ailleurs. Il est utile de rappeler que les paragraphes qui concluent le livre de Debord insistent sur le problème de la communication. C'est bien. Debord est loin d'être le seul à souligner les liens entre les mots communauté et communication, où communication n'est pas à entendre au sens d'une transmission de messages, mais plutôt au sens d'un ethos de partage. Le spectacle, écrit-il, est l'expropriation de cette possibilité. C'est la production d'une communication à sens unique qu'il qualifie d'autisme généralisé. Bon, alors là, l'utilisation du mot autisme à nouveau, voilà, bon, on a déjà vu que ça avait posé problème la dernière fois qu'on avait lu. Bien sûr, voilà. Oui, non, mais ça, voilà. Oui. Donc, ça, c'est Debord en 1960. Hein, donc là, c'est pareil, en 1960... Dans les années 60, Debord considérait que le capitalisme avait produit un affaissement systématique de la capacité de rencontre remplacée par un fait hallucinatoire social, la fausse conscience de la rencontre, l'illusion de la rencontre. Alors là, c'est pas tant Jojo que Debord, hein. C'est Debord qui dit ça en 1960. Debord, c'est le situationnisme, c'est intéressant, il y a plein de trucs à en dire. Oui, c'est ça, non, puis encore une fois, vraiment, c'est 1960, hein, donc voilà. La pertinence contemporaine de ces textes, tout spécialement dans une période où l'on vante de façon tout aussi extravagante que douteuse le potentiel révolutionnaire des médias sociaux, tient à ce qu'ils nous permettent de nous demander quel genre de rencontres sont aujourd'hui effectivement possibles. De façon plus spécifique, quelles sont les rencontres susceptibles d'engendrer de nouvelles configurations, de nouvelles capacités d'insurrection ? Et où peuvent-elles bien avoir lieu ? Dans quels espaces ou dans quelle temporalité ? Peut-on dire que l'échange et la circulation d'informations sous forme électronique participent aujourd'hui d'une profonde aggravation de ce que Sartre appelle l'inversion de la praxis en activité pratico-inerte ? Dans quelle mesure le bruissement global des blogs, tenus par des centaines de millions d'individus, dont une part non négligeable mobilise souvent le langage de la résistance, est-il l'équivalent de l'autisme de base que fustigeait Debord? Non mais bon, encore une fois, vraiment, je suis désolée, hein, je suis obligée de lire, mais... Coucou Kitty, bah oui, c'est l'audio only, là, c'est... T'arrives à la fin, mais on a encore quelques petites pages... Ouais, il nous reste ça, quoi. Médias sociaux ou réseaux sociaux ? Bah, après, tout média social n'est pas un réseau social. Vous avez 4 heures. Coucou Miss Line. Donc je pense que, ouais, média social peut... Enfin, oui, c'est la question de... Bon, la question se pose, quoi. Bibi. S'il est clair que l'activisme politique passe par un usage inventif des instruments et des ressources matérielles disponibles, cela n'implique pas que les outils en question possèdent par eux-mêmes une quelconque valeur rédemptrice intrinsèque. Lénine, Trotsky et leurs camarades ont utilisé les technologies de communication disponibles en 1917. Mais sans pour autant jamais les élever au rang privilégié ou sacro-saint de facteurs causaux pour expliquer une constellation entière d'événements historiques, comme l'ont fait certains cyberactivistes en célébrant le rôle joué par les médias sociaux dans les mouvements politiques et les soulèvements récents. Intéressant. Accepter ce genre de mystification
prêter des propriétés quasi magiques au réseau reviennent à croire à une pyramide de Ponzi qui va certes payer, mais systématiquement aux dépens du faible et de l'opprimé. Les mythes vantant la nature égalitaire et autonomisante de ces technologies n'ont pas été entretenus en vain. Les institutions policières du nouvel ordre mondial... Bon, attends, quoi ça c'est bêtise aussi par contre, parce que nouvel ordre mondial quand même un peu red flag comme formulation. Cortex les pyramides, putain. Chaud. Peuvent être reconnaissants aux activistes qui ont choisi de centrer leur mode d'organisation sur des stratégies internet et de s'enfermer, ce faisant volontairement dans un cyberespace où la surveillance étatique, mais aussi les manœuvres de sabotage et de manipulation sont beaucoup plus aisées à mener que dans des communautés vécues, là où peuvent avoir lieu de réelles rencontres. Si l'on aspire à une transformation radicale de la société, les médias électroniques, dans leur forme actuelle de disponibilité de masse, ne sont pas inutiles, à la condition cependant de rester subordonnés à des luttes et à des rencontres qui ont lieu ailleurs. Nouvel ordre mondial en recherche, c'est utilisé pour parler de la fin de la guerre froide quelquefois. Ok, genre la fin du duel des deux superpuissances. Bah c'est utilisé, ouais, c'est... Après, encore une fois, là c'est pareil, tu vois, c'est 2013, et tout ce qui est complotisme existait évidemment, bien sûr, déjà en 2013, mais il y a quand même eu une explosion avec la pandémie, donc du coup, je pense que c'est peut-être ça aussi. On est en hypervigilance sur certains termes et sur certaines tournures, mais bon, ne pas oublier que le bouquin date de 2013 et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, et que, bon, voilà quoi. Si les réseaux ne sont pas mis au service de la relation déjà existante, forgée autour d'expériences et de proximités partagées, ils sont condamnés à reproduire et à renforcer les séparations, l'opacité, la dissimulation et l'obsession pour l'intérêt personnel qui sont inhérentes à leur usage. Toute turbulence sociale, dont les premières sources résideraient dans l'usage des réseaux sociaux, serait inévitablement vouée à l'éphémère et à la conséquence historique. Oui, en fait, il dit qu'il faut que ça se traduise dans le réel, quoi. Que c'est pas inutile, mais si c'est juste virtuel, en gros, c'est quand même complicado, quoi. Le film d'Est, réalisé en 1992 et au début des années 93 par Chantal Akerman, témoigne d'une conscience aiguë de l'importance du moment historique en question. Tourné pour l'essentiel en Pologne et en Russie pendant l'année et demie qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, ce film révèle un monde en suspension. Un seuil d'un futur indéterminé et pourtant encore lesté par d'anciens motifs et d'anciennes habitudes. Le recours à des plans très longs permet à la réalisatrice de dresser un portrait fouillé de certaines textures de la vie quotidienne, qui n'est parfois pas sans rappeler la sérialité sartrienne. Dans l'essai qu'elle a écrit sur ce film, Akerman déclare avoir éprouvé le besoin de faire ce film tant qu'il en était encore temps. Elle l'a exprimé dans d'Est au bord de la fiction, publié en 1995. En un sens, elle voulait dire qu'il lui fallait mener à bien son projet avant qu'il ne soit trop tard, avant que les forces culturelles et économiques n'aient transformé le sujet de son travail en quelque chose d'autre, y compris en quelque chose de méconnaissable. Mais étant donné le choix de ce qu'elle voulait filmer, tant qu'il est encore temps est aussi une façon de dire tant qu'il y a encore un monde de temps commun, un monde tissé par une façon collective d'habiter et de partager le temps et ses rythmes, au vieux sens du mot quotidien. Comme beaucoup au début des années 90, Akerman comprenait que l'effondrement de l'Union soviétique et la fin de sa mainmise sur l'Europe de l'Est allaient permettre à la mondialisation occidentale de se parachever et d'implanter partout ses valeurs et ses exigences. Pardon, il n'y a plus de musique. C'est reparti! Let's go! Elle tournait donc son film avec la pleine conscience de documenter un interrègne passager. Akerman savait bien que les oppositions censées structurer le monde bipolaire de la guerre froide étaient pour l'essentiel devenues illusoires, mais elle n'en affirmait pas moins que l'Est, dans son film, conservait des formes culturelles singulières et anciennes qui étaient sur le point d'être anéanties par l'expansion du capitalisme de l'Ouest. Bien qu'Akerman mette en garde contre une logique simpliste de l'avant et de l'après, d'Est est le testament d'un monde social aussi détérioré fut-il, avant que lui soit imposée la financiarisation néolibérale, la privatisation et l'atomisation sociale.
C'est un film sur le fait de vivre dans un milieu où il est encore temps, avant le non-temps, de l'accumulation obligatoire sur fond de choix individuels. Dest enregistre des voyages qui se déroulent à travers un territoire, au fil d'un temps saisonnier, de l'été à l'hiver, d'une manière qui n'est pas sans rappeler les thèses d'Arendt. Le film oscille, lui aussi, entre des espaces publics remplis de monde, collectivement occupés, et des textures très différentes d'espaces domestiques abrités. Mais plus que toute autre chose, Dest fait sentir le temps de l'attente. Il y réussit très efficacement grâce à de longs travelling sur des personnes en train de faire la queue ou d'attendre dans des gares. Ackerman montre l'acte d'attendre pour lui-même, sans but, sans jamais nous révéler pourquoi la foule s'est mise en file. Comme l'a montré Sartre, la file d'attente est l'un des nombreux exemples banals où on peut éprouver le conflit entre l'individu et l'organisation de la société. Mais au niveau de l'impensé, du non-vu. Putain, je trouve ça incroyable de théoriser sur les files d'attente. Parce que c'est intéressant, mais c'est un peu zinzin, quoi. Bien sûr, Ackerman nous fait voir la queue comme Sartre avant elle, comme une pluralité de séparations qui entraîne une négation de la réciprocité. Mais elle réussit magistralement aussi à montrer l'acte d'attendre comme quelque chose d'essentiel à l'expérience d'être ensemble, à la possibilité provisoire de la communauté. C'est un temps où la rencontre peut avoir lieu. Par-delà l'énervement et la frustration, on peut aussi éprouver l'humble et simple dignité de l'attente, le fait d'être patient par égard pour les autres, avec une acceptation tacite du temps passé ensemble. Ce qui est intéressant quand on remet ça en perspective justement avec les histoires d'IA et le temps qu'on gagne, etc. quoi. Mais du coup, c'est trop intéressant. Parce qu'en fait, t'es obligé, quoi. C'est-à-dire que mais du coup, c'est des moments, et on en parlait d'ailleurs, effectivement, sur le fait que maintenant, quand on attend très rarement en faisant rien, quoi. On regarde son portable, mais on n'a plus de tolérance pour ces moments de flottement où il se passe rien, quoi. T'as rencontré ton copain dans une file d'attente ? Trop mignon. Donc, du coup, t'as une vue différente de la file d'attente, clairement, quoi. Le temps suspendu, improductif de l'attente, chacun à son tour, est inséparable de toute forme de coopération ou de rapport mutuel. Des décennies de gouvernements autoritaires n'étaient pas parvenus à éradiquer certains aspects persistants de la communauté, en partie du fait que les formes brutales mais rudimentaires de la discipline stalinienne avaient permis à beaucoup des rythmes sous-jacents du temps social de persister à l'identique. Il faisait la queue pour l'amour, hein. Bon, toi, JPP. Ouais, on n'a plus de tolérance pour l'ennui, quoi. C'est vrai, hein. C'est vraiment... Ouais. C'est fou. Les formes de contrôle qui ont accompagné l'essor du néolibéralisme dans les années 90 ont été plus invasives dans leurs effets subjectifs du fait de la dévastation de relations partagées et collectivement assumées. Le régime 24/7 présente l'illusion d'un temps sans attente, d'une instantanéité à la demande, avec la promesse de pouvoir obtenir ce que l'on désire tout en demeurant isolé de la présence des autres. Voilà. La responsabilité envers autrui qu'implique la proximité peut désormais être facilement mise hors circuit par la gestion électronique des routines et des contacts quotidiens. De façon peut-être plus décisive, le régime 24/7 a entraîné une atrophie de la patience individuelle et des égards essentiels à toute forme de démocratie directe. La patience d'écouter les autres, d'attendre son tour pour parler. Le phénomène du blog est un exemple parmi beaucoup d'autres du triomphe d'un modèle d'autoconversation à sens unique, d'où a été éliminée la possibilité de jamais avoir à attendre et à écouter quelqu'un d'autre. Après, bon, il dit ça, mais en fait, en vrai, les blogs, c'est comme écrire un bouquin, quoi. Enfin, je veux dire, bon, là, il faut pas trop faire le boomer en disant à partir du moment où c'est de l'écriture sur Internet, et ben, du coup, c'est de la merde, quoi. Parce que bon, là, bon, enfin... voilà. Mollo, quand même, Jojo. Le blog, quelles que soient les intentions, est en ce sens l'un des nombreux signes avant-coureurs de la fin de la politique. Oh putain. Non mais Jojo dose un peu. C'est quand même... C'est un bold statement, quoi. Les blogs, c'est la fin de la politique. Je suis quand même... Là, je suis pas d'accord, quoi. Skyblog égale fascisme. Mais Jojo, on est à 3 pages de la fin, c'est pas le moment de... On est même à 2 pages de la fin. Est-ce qu'on t'a n'importe quel écrit sur Internet rentre dedans ? Ben ouais, c'est ça, hein. La fanfic, c'est la fin de la politique. Ça sonne mieux, en plus. Ouais.
Je suis assez peu d'accord. Non mais alors attends, parce qu'en plus il explique pas beaucoup plus que ça, quoi. Il sort vraiment, il drop son truc et il se casse. Donc voilà, donc il dit les blogs, quelle que soit leur intention, est en ce sens un des nombreux signes avant-coureurs de la fin de la politique. Et les moments d'attente effective, dans les bouchons ou dans les files d'aéroport, œuvrent désormais à intensifier en nous le ressentiment et l'esprit de compétition à l'encontre de ceux qui nous entourent. Ok, mais enfin... L'un des truismes superficiels mais révélateurs au sujet de la société de classe est que les riches n'ont jamais besoin d'attendre. Et cela alimente par émulation le désir de jouir soi-même, partout, de ce privilège particulier détenu par l'élite. Il a été écrit en 2013. Ouais. Son nouveau bouquin parlait de numérique. On va pouvoir voir s'il a changé son fusil d'épaule. Mais c'est ça, en fait, Camembert, ouais. Vu le titre, je suis pas sûre. Ouais. Est-ce qu'il s'est radicalisé ou est-ce que il a quand même un peu évolué? Mais par contre, je suis quand même intéressée de voir post-Covid, quoi, son propos là-dessus, quoi. Il a un peu une vibe à MSS quand même pas. Toi aussi, Simulo, faut que tu doses. Hein. Je pense que 16, c'est dur quand même, parce que vraiment, c'est vénère 16. Hein. Je sais pas si vous avez lu les paroles de ces chansons, mais c'est chaud, quoi. Le fait que chaque bruit dans la rue soit de moins en moins toléré, oui, mais je pense qu'il y a un peu ce truc, effectivement, de... on faut pas qu'on soit emmerdé par les autres. Et du coup, on a zéro tolérance pour être confronté au fait que les autres vivent avec nous, quoi. Et bonjour à Biro. Oui, t'arrives un peu à la fin, mais écoute, quelle fin. T'arrives pour Jojo qui nous dit que les blogs, c'est la fin de la politique, quoi. Ce que je trouve que sortir ça sans l'expliquer, c'est quand même vraiment audacieux, quoi. Par contre, cette histoire de les riches n'ont pas à attendre, ça c'est intéressant aussi. Que vraiment, on a réussi jusqu'à faire en sorte que le temps soit un privilège, quoi. Donc à la fois, nous, on est obligés de gagner du temps comme des connards avec des trucs de d'IA, machin, mais par contre, les riches en disposent... ça rend ouf. Bref. Le problème de l'attente est lié à la question plus générale de l'incompatibilité entre le capitalisme 24/7 et tout comportement social présentant un motif rythmique de type marche-arrêt, dont tout échange social implique les rapports de partage, de réciprocité ou de coopération. Au fondement de toutes ces relations, on retrouve le modèle du « chacun son tour », qui implique des états alternés d'affirmation et d'acquiescement. Dans les années 20, le philosophe des questions sociales George Herbert Mead a tenté de répertorier les éléments constitutifs d'une société humaine, ceux sans lesquels une société ne serait pas possible en tant que telle. Selon Mead, ces éléments constitutifs étaient l'entente, l'entraide et la coopération. L'attitude fondamentale consistant à secourir autrui quand il va mal, quand il est frappé par la maladie ou toute autre infortune relève de la structure même des individus dans une communauté humaine. Et il a exprimé ça dans Mind, Self and Society, qui a été publié en 1934. Donc ça, c'est intéressant comme effectivement. L'attitude fondamentale consistant à secourir autrui quand il va mal. Oui, donc c'est ça c'est ce que là. Mead insistait aussi sur le fait que, pendant des millénaires, ces valeurs ont également constitué la base de l'échange économique. Et il y a un rapport de participation dans le besoin, chacun se mettant à la place de l'autre pour reconnaître la valeur mutuelle que l'échange représente pour tous les deux. Le travail de Mead peut être critiqué par sa dimension complètement anhistorique, mais son universalisation du noyau coopératif du monde social permet de mieux percevoir ici la discordance entre le capitalisme du XXIe siècle et la société elle-même. Il fournit aussi un arrière-plan pertinent au diagnostic formulé par Bernard Stiegler d'une pathologie mondiale contemporaine aboutissant à impossibiliser le souci des autres ou de soi-même. Comme je l'ai indiqué plus haut, le sommeil est l'une des rares expériences qui nous restent où, sciemment ou non, nous nous abandonnons nous-mêmes aux soins d'autrui. Aussi solitaire et privé que ce phénomène puisse paraître, le sommeil n'a encore pu être détaché de tous les autres entrelacs interhumains de soutien et de confiance mutuelle. Et ceci nonobstant l'état de détérioration dans lequel ces liens se trouvent. Le sommeil permet aussi une sorte de relâchement périodique de l'individualisation,
un démêlage nocturne de l'enchevêtrement, tissé à mailles plutôt lâches, des subjectivités superficielles que l'on habite et que l'on gère durant la journée. Dans la dépersonnalisation du sommeil se loge un monde en commun, un geste partagé de retrait hors de la calamiteuse nullité et des gaspillages d'une pratique continue 24/7. Calamiteuse nullité. Là, ouais, on sent qu'on en a gros, hein. On va nous passer 138 pages à chier sur le capitalisme, là on commence à vraiment dire c'est vraiment de la grosse merde. Le sommeil a beau être... Merci beaucoup Marc pour ton 38e mois, merci beaucoup. Le sommeil a beau être par bien des aspects inexploitables et inassimilables, il est cependant loin de former une enclave hors de l'ordre global existant. Si le sommeil a toujours été poreux, empreint des émanations de l'activité éveillée, il est moins protégé que jamais contre les assauts qui le minent et le fragilisent. En dépit des dégradations qu'il subit, le sommeil correspond à la réappropriation d'une attente, d'une pause dans nos vies. Il affirme la nécessité d'un ajournement et d'une reprise, ou d'un recommencement différé de la chose qui a été ajournée, quelle qu'elle soit. Le sommeil est une rémission, une relaxe hors de la continuité constante des liens qui nous enserrent à l'état éveillé. Le sommeil implique évidemment de se désengager périodiquement des réseaux et des appareils qui nous entourent pour nous plonger dans un état d'inactivité et d'inutilité. C'est une forme de temps qui nous mène ailleurs, vers les choses que nous possédons et dont nous sommes censés avoir besoin. Ah ouais, c'est ça. J'aime bien l'idée que ça nous fait prendre conscience qu'on peut vivre sans. Quel que soit sans, mais voilà, qu'on existe sans ce qu'on possède. L'expérience moderne du sommeil inclut aussi à mes yeux l'intervalle qui précède le sommeil, quand, allongé et éveillé dans la pénombre, on attend indéfiniment la perte de conscience tant désirée. C'est vrai que c'est bizarre en plus comme... C'est bizarre comme truc, quoi. On attend de... Pouf. On attend de partir, quoi. C'est vrai que c'est bizarre, hein. Être une patate inutile qui rêve, c'est ça. Ouais, là, Macron... Mais oui, mais c'est vrai que... il dit qu'il dort pas, il valorise le fait qu'il dort pas, et j'ai lu aussi, là, il foutait un max d'eau de Cologne pour qu'on le sente partout, même là où il est pas. Ça va pas, hein. Ça va pas. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc voilà, la perte de conscience tant désirée. Au cours de ce temps suspendu, on recouvre des capacités perceptives qui sont neutralisées ou négligées la journée. On récupère involontairement une sensitivité, une capacité à réagir à des sensations à la fois internes et externes dans une durée non qualifiée. Ouais, l'odeur de l'Élysée, non mais ça c'est horrible, hein. Un point commun le plus avec les ados. Mais qui met du Scorpio, tu sais. Au secours. On entend les bruits de la circulation, un chien qui aboie, le ronflement d'une machine à bruit blanc, les sirènes de la police. À cab. Les bruits métalliques des canalisations de chauffage. On ressent les brefs tressaillements de nos membres, les abattements de nos veines sur nos tempes. On voit, les yeux fermés, les fluctuations granulaires de la luminosité rétinienne. On passe par une succession irrégulière de points temporaires, de concentration sans objet et de vigilance variable, troublée par l'apparition vacillante d'événements hypnagogiques. Hypnagogiques, pardon. Le sommeil coïncide avec la métabolisation de ce qui a été intégré pendant la journée. Drogue, alcool et autres résidus d'une interaction prolongée avec des écrans lumineux, mais aussi un flot d'anxiété, de peur, de doute, de désir, de fantasmes, d'échecs ou de réussites flamboyantes. Telle est la monotonie du sommeil et de ses troubles, nuit après nuit. Dans sa répétition manifeste, le sommeil apparaît comme un vestige irréductible du quotidien. Je vois pas tout ça quand je vais me coucher. Je pense que Jojo, il a des petits problèmes de sommeil, en effet, ouais. Ça doit être un peu dur. L'une des multiples raisons pour lesquelles les cultures humaines ont si longtemps associé le sommeil à la mort tient à ce que tous deux attestent de la continuité du monde en notre absence. L'absence purement temporaire du dormeur est cependant marquée par une sorte de lien avec le futur, avec la possibilité d'un recommencement, et donc d'une liberté. C'est dans cet intervalle que les aperçus d'une vie non vécue, d'une vie remise à plus tard, peuvent fugacement se mettre à effleurer la conscience. L'espoir nocturne que l'on puisse entrer dans un état de sommeil profond jusqu'à y perdre connaissance, est en même temps l'anticipation d'un réveil qui pourrait comporter quelque chose d'imprévu.
En Europe, après 1815, à travers plusieurs décennies de contre-révolution, de renversement et de déraillement de l'espoir, des artistes et des poètes eurent l'intention que le sommeil ne représente pas forcément une évasion ou une fuite hors de l'histoire. Shelley et Courbet, par exemple, comprirent tous deux que le rêve était une autre forme de temps historique, que son retrait et sa passivité apparente englobaient aussi l'agitation et l'inquiétude essentielle pour la naissance d'un futur plus juste et plus égalitaire. À présent, au XXIe siècle, l'inquiétude du sommeil entretient une relation plus troublante au futur. Situé quelque part sur la frontière entre le social et le naturel, le sommeil assure la présence dans le monde de motifs sinusoïdaux et cycliques qui sont essentiels à la vie et incompatibles avec le capitalisme. Il faut faire le lien entre la persistance anormale du sommeil et la déstructuration en cours des conditions mêmes de la vie sur notre planète. Destruction même, j'ai mis déstructuration, mais enfin c'est pareil. Hein. Enfin, c'est pas pareil, mais... Parce que le capitalisme est incapable de se limiter lui-même, la notion de préservation et de conservation est une impossibilité systémique. Putain, mais ouais, le capitalisme est incapable de se limiter lui-même. Bah oui. Dans un tel contexte, la restauration de l'inertie du sommeil fait obstacle à tous les processus mortels d'accumulation, de financiarisation et de gaspillage qui ont dévasté tout ce qui avait autrefois pu avoir le statut de bien commun. Il n'y a plus en réalité aujourd'hui qu'un seul rêve, qui dépasse tous les autres, celui d'un monde partagé dont le destin ne soit pas fatal, un monde sans milliardaires, un monde qui ait un autre avenir que celui de la barbarie ou du post-humain, dans lequel l'histoire puisse prendre une autre tournure que les scénarios catastrophes des cauchemars réifiés. Il se peut, dans toutes sortes d'endroits et dans des états très divers, y compris ceux de la rêverie ou le rêve éveillé, qu'imaginer un futur sans capitalisme commence par des rêves de sommeil. On y verrait le sommeil comme une interruption radicale, comme un refus du poids implacable de notre présent globalisé, comme un sommeil qui, au niveau le plus prosaïque de notre expérience quotidienne, tiendrait lieu de répétition générale pour esquisser ce à quoi des renouvellements et recommencements plus significatifs pourraient bien ressembler. Voilà. Jojo drop the mic. Moi, je trouve ça bien de terminer sur le fait de pas de milliardaires. Voilà, c'est la fin, c'est fini. Ça y est, on a fini le livre. Donc il dit c'est ça, mais moi je trouve ça hit the rich. Ouais. Ah, ça dégage. Ouais. Bah moi je suis d'accord. Faisons ça. C'est-à-dire que il dit qu'il c'est important, mais moi je trouve ça intéressant et important, qui disent effectivement, qui rappellent que le capitalisme ne peut pas se limiter lui-même. Donc à aucun moment on ne doit pouvoir faire confiance au système en fait. C'est pas parce que c'est comme ça, bah non, c'est pas comme ça. Et on peut pas faire confiance à des gens qui cherchent à abonder dans le sens d'un système qui de base ne se limite pas lui-même. C'est trop dangereux. C'est beaucoup trop dangereux. Bah putain, c'était intéressant. Hein. C'était intéressant. C'est une conclusion logique et une conclusion satisfaisante, effectivement. Alors bon, il y a quand même des trucs sur lesquels on n'était pas d'accord. Il y a effectivement une vision des choses parfois un peu boomerisante, mais parce que bon, le gars a l'âge qu'il a aussi. Hein. On a dit qu'il avait quel âge ? On a dit qu'il avait 70 balais, un truc comme ça. Se limiter, c'est avouer son échec, puisque le système se base sur une croissance infinie. Oui, non, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu... Il y a un peu ce truc de quand tu vas à l'encontre, mais on le voit encore une fois avec l'IA, mais j'ai l'impression que l'IA ça cristallise tellement de problèmes que quand tu ne veux pas abonder dans ce sens-là et quand t'es critique du truc, on te dit oh là là, en gros, il y a un côté, on te dit que t'es archaïque, quoi, tu vois, que t'as un côté réac, que t'es contre le progrès et tout. Mais quel progrès, en fait ?
Oui, mais c'est ça, c'est littéralement un baby boomer, c'est ce qu'on disait, donc je trouve que ça aurait pu être pire, quoi. Pour un bouquin de 2013 écrit par un baby boomer, on a quand même des propos qui sont souvent plutôt ok. Et effectivement, il y a quand même 2-3 trucs. Mais bon, on avait dit que sur la question de l'autisme, à chaque fois, c'est des propos qu'il reproduit. C'est-à-dire que, par exemple, l'étude dont il parlait, enfin, il citait, quoi. C'est des propos qu'il cite, c'est pas forcément vraiment tant son avis à lui. Alors évidemment que s'il le cite, ça veut dire qu'il est partiellement d'accord. Quoi qu'on a vu, il citait des trucs avec lesquels il n'était pas forcément d'accord non plus, mais parce que juste ça rentre dans une analyse complète, ce qui est du coup intéressant, quoi. Je pense que c'est ça qui... Parce que là, par exemple, Freud, il le cite pour dire que c'est de la merde. Ouais, en fait, il a parlé d'autisme, parce qu'à un moment donné, il parlait d'une étude qui avait été faite sur les effets des écrans, et notamment de la télé. Et du coup, il y avait une étude, du coup, alors je sais plus, il disait qu'elle datait de quand, en disant que genre la télé rendait autiste, tu vois, vraiment. Et encore une fois, c'était pas une étude de 2013, c'était une étude qui était un peu plus vieille que ça, et on le sait que là c'est pareil. Entre-temps, depuis, moi je dirais grosso modo ces 5 dernières années, on le sait qu'il y a quand même eu une grosse évolution autour de l'autisme, et des propos qui sont tenus dessus, et de la connaissance du sujet, et de porter les paroles des concernés, etc. Donc 2013, on n'en était pas forcément là non plus, ça veut pas dire que c'est ok ni rien, hein, mais ce que je veux dire c'est que faut aussi avoir conscience de l'évolution du sujet, quoi. Un Momo. Ah ouais, on est d'accord. Ça va mon chat? T'as fait un gros sieston toi, hein? Ouais ouais. Momo est d'accord. Ça va? Viens là. Viens montrer aux gens comment t'es mignon. Non mais, putain. Il fait aucun effort ce chat. Bah viens. Voilà. Un bon bébou ça. Momo basé, hein. Ouais, Momo basé de ouf. Voilà, c'est bon, il s'est posé dans son panier. Mais je pense... Attendez, j'ai la Momocam sur le layout de lecture? Bien sûr. Il est là. Regardez, il est tout petit. Enfin, il est tout petit, il est grand quand même, hein. Mais il est poilu, et il est mignon. C'est Momito. Momito. Il y a ce petit poil de loutre là. Oh, c'est agréable ça. Oh là 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 là. Oh là là, regardez ça. Oh, le poil est brillant, hein. Un boubou. Regardez cette petite tête là. Oh. Regardez ça. Le regard de l'amour. Son avis sur le capitalisme, lui, il est un peu tiède. Il est un peu tiède parce que il dit quand même les croquettes c'est important, les paniers c'est important d'avoir de l'argent, tu vois, mais c'est-à-dire qu'il se rend pas vraiment compte, quoi. Il est encore petit, hein. Il est encore petit, donc il est pas complètement radicalisé, quoi. Bon, après, il dit c'est pas bien de travailler, mais c'est juste l'argent quand même, quoi. La litière, ouais, c'est pas le truc auquel il pense en premier, quoi. Putain, je résiste, putain. Construis-toi une éducation politique. Mais il est petit, quoi. Donc moi, j'essaie de pas lui bourrer le crâne non plus. Après, il voit bien qu'il y a des problèmes et des inégalités, quoi. Lui voit bien qu'il y a des chats qui sont exploités, les élevages, tout ça. Donc bon, quoi. Un boubou. Toi, t'es contre. Bah, Momo, il est très adopt don't shop, par contre. Hein. Non, mais donc, du coup, c'était bien. Moi, je suis quand même bien contente parce que y a vraiment des réflexions qui m'ont fait péter mon crâne, quoi. Vous voyez? Où vraiment, je me suis dit, ah ouais. Mais je trouve ça marrant qu'en fait, lui, il soit plutôt de la théorie de l'art moderne. Parce que, on n'est pas sur un... C'est pas vraiment la socio ni rien, quoi. Oui, il a ouais, les toilettes sèches. Non, ça va, il a un côté un peu babos, quoi. Du coup, c'est ça que tu dis, Madouk? Ah ouais, un petit peu. Hein. Non, c'était bien. Et du coup, je suis vraiment curieuse de son autre bouquin, quoi. Parce que là, donc on a dit, est-ce qu'il a un petit site, Jonathan Crary, peut-être?
C'est ça, Scorched Earth. Ouais. 144 pages. Ah oui, là, c'était combien? À peu près pareil, en fait. 140. Je suis... L'écorchement, voilà, les presses du réel. Ah oui, c'est ça. Pour en finir avec l'ère numérique. Ah, mais il est en... Ah non, il est pas en intégralité. Il est vraiment... ok, juste ici, quoi. Ah, il cite Godard encore. Oui, bah c'est ça. Voilà, je suis dessus. Je suis dessus, RZ, effectivement. Refusing the digital world of late capitalism. Ouais, mais donc... intéressant, mais dans quelle mesure il n'y a pas effectivement ce côté boomerisant Dans cet essai sans compromis, Jonathan Crary présente la réalité évidente mais inexprimable. Notre ère numérique est synonyme de l'étape terminale désastreuse du capitalisme global et de sa financiarisation de l'existence sociale, de l'appauvrissement des masses, de l'écocide et de la terreur militaire. Scorched Earth examine la destruction d'un monde vivant par le complexe Internet et sa dévastation des communautés et de leur capacité de soutien mutuel. Cette polémique de l'auteur de 24/7 démantèle la présomption que les médias sociaux pourraient être des instruments de changement radical et soutient que les réseaux et plateformes des sociétés transnationales sont intrinsèquement incompatibles avec une terre habitable et avec l'interdépendance humaine ou avec l'interdépendance humaine besoin de construire un post-marché égalitaire. Attends, quoi? Ah, attends, bref. Ça a l'air bien. Ouais, c'est ça. Interdépendance pour construire un monde égalitaire dans un post-capitalisme, dans une forme de vie post-capitaliste. Ça, c'est intéressant, je pense, mais du coup, on va voir s'il a pas... oui, je sais pas trop où ça peut aller, quoi. Bah, à voir, ouais. Je me demande... Je pense qu'il doit être encore plus vénère, que ça, c'est sûr. Maintenant, je trouve que c'est pas inintéressant de dire que... En fait, ouais, en gros... Je pense que je suis d'accord avec lui, dans le sens où, oui, pour changer et amorcer un changement, on peut se servir des réseaux, mais est-ce qu'une fois que le changement sera fait, l'idée, c'est pas de s'en affranchir? C'est-à-dire que justement, dans une vision utopique, c'est-à-dire pas forcément réalisable et tout machin, mais dans l'absolu, c'est de la merde, en fait, parce que ça a été construit sur des bases nulles à chier. Et je pense que ce qu'il dit... et qui du coup, enfin après à voir parce que j'ai pas lu le bouquin, mais dans ce qu'il a l'air d'avancer déjà dans celui-là, c'est que, encore une fois, intrinsèquement, c'est de la merde et ça a été construit et développé pour nous dominer en fait. Donc dans un monde où on n'a plus envie d'être dominé, on peut pas espérer changer quelque chose qui est aussi merdique. Sans le détruire avant. C'est un peu comme l'idée, vous voyez par exemple, on peut pas faire de blagues sexistes tant que le sexisme existe toujours. Et en fait, à partir du moment où le sexisme n'existe plus, les blagues sexistes n'auront plus de valeur non plus. Enfin, je sais pas, je pense que le parallèle est peut-être un peu douteux, mais voilà, je pense que ça peut se traduire par ça aussi, quoi. Oui, ça détruit aussi les sociabilités locales. Et parce que je pense que y a un peu ce truc où tu peux pas... Enfin, ouais. Ouais, non, si, ça met des perspectives... genre... pareil sur les questions d'avoir un portable en permanence et machin. En fait, c'est pareil. Dans une société qui n'est plus capitaliste et qui ne te demande plus d'avoir de l'attention H24 sur des trucs qui n'ont aucun sens, du coup, il n'y a plus de nécessité à avoir un portable, quoi.
Si on prend le numérique comme un outil, ça dépend de son utilisation, non? Ben oui, mais alors après, l'erreur, ça peut être ça aussi. C'est est-ce que le numérique est vraiment un outil? Parce qu'en fait, un outil, c'est neutre. Et ça, c'est comme l'IA, tu vois. C'est-à-dire qu'un marteau, si personne le tient en main, il sert à rien. Il continue pas de vivre, il continue pas de générer quoi que ce soit. Alors que le numérique, c'est pas le cas. En gros, tu peux pas... Enfin... Un outil, le terme a tendance à presque dépolitiser, en fait, Internet. C'est pas des outils. On peut s'en servir, on peut essayer de faire en sorte que ça nous aide, mais c'est pas vraiment des outils, puisque c'est pas des trucs qui... Enfin, tu vois, quand on les utilise pas... Bah, une arme, c'est un outil. Ouais, après, c'est compliqué parce que là, c'est pareil. Quand on pense à une arme, on pense forcément à la mort. Enfin, du coup, alors qu'on peut l'utiliser pour autre chose. Enfin, c'est pareil, tu vois. Je veux dire, est-ce un outil peut être une arme aussi? Tu peux tuer quelqu'un avec un marteau aussi. Enfin, voilà. Le terme est super utilisé par les pro-IA et ça vide complètement le truc de tout son sens, quoi. Donc, mais je pense que c'est... Et en fait... Et là, je suis assez... Enfin, on voit le lien qui est fait, par exemple, avec ce que disait Crary dans... et ce que, du coup, disait Sartre, en fait, au final. Du coup, je crois que c'est lui qui disait ça. On essayait de créer du lien avec des choses qui, du coup, n'ont... C'est pas sûr que ce soit Sartre. Enfin, bon, bref, à un moment donné, il dit que... Du coup, on essaye de créer du lien avec des choses avec lesquelles on ne peut pas créer de lien. C'est-à-dire que créer du lien avec des trucs virtuels, comme du coup, voilà, on parlait de ChatGPT, d'être copain avec ChatGPT, etc. Machin. Bon, bah là, c'est pareil, quoi. Dire juste c'est un outil, c'est comme se dire, ah bah voilà, c'est un petit marteau, c'est un petit tournevis, alors que c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Coucou Force Rose. Pour une arme, il faut aller dans les passifs. Pour passer en non létal. C'est ça. C'est pour les armes au corps à corps. C'est ça le truc. Tout s'explique, quoi. Mais une arme est conçue pour tuer, c'est pas... Oui, c'est pas qu'un outil. Et alors après, on pourrait se dire, finalement, est-ce que tuer, c'est pas une action... Enfin, tu sais, genre la question de la neutralité, genre planter un clou et tuer un gars... Bon, voilà. Mais encore une fois, voilà, je pense que... c'est ça qui est compliqué, c'est de... ouais. De vider son sens, quoi. Bah alors si, Kitty, enfin pour moi, si on crée du lien, parce que là, en fait, c'est pas avec Twitch que tu crées du lien, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas... y a quand même quelqu'un derrière, il y a de l'humain derrière. C'est pas comme... tu vois, comme quelqu'un qui créerait du lien avec Twitter, ou quelqu'un qui créerait du lien avec... Bon bah voilà, oui, Twitch dans son ensemble, etc. C'est vraiment le lien est avec des gens qui existent vraiment. Maintenant, évidemment que je pense que Jonathan Crary, ça lui ferait peut-être péter un câble qu'on ait lu son bouquin sur Twitch, tu vois. En fait, quand on y pense, je pense que peut-être le gars, il me ferait un procès si ça se trouve. Le mec serait là en mode, bah c'est chaud, là t'as pas compris en fait. Ouais. Oui, c'est un outil pour tuer. Non, mais c'est ça qui m'embête. En fait, je pense que c'est intéressant parce que du coup, il y a plein de subtilités. Mais la question de se dire que Internet est un outil, c'est dur. Parce qu'en fait, la façon dont ça a été développé, et donc il en parle dans le bouquin, les raisons pour lesquelles ça a été développé, comment ça a été fait, etc., les bases sont pourries. Donc après, ça veut pas dire qu'on peut pas en faire quelque chose de bien. C'est comme dire, ah, t'es dit que t'es anticapitaliste, mais bon, t'as un portable. Bah oui, évidemment, ça reste de la merde. Comme acheter dans des supermarchés, comme, tu vois, mais encore une fois, bah, on vit dans une saucisse, donc il y a des trucs... On est obligé de se servir de ce qu'on a à disposition. On ne peut pas, consciemment, enfin, ce serait un peu con de négliger le pouvoir de pouvoir communiquer facilement avec Internet, avec tout ça, mais maintenant, ce qu'il dit, je pense, c'est que l'utilisation d'Internet, du coup, enfin dans son ensemble et les réseaux sociaux et tout, a tendance à endormir et à combler un manque qu'on devrait aussi combler dans le réel, en fait. C'est-à-dire que du coup, ça nous satisfait parce que c'est une espèce d'illusion d'action, d'illusion de collectif, etc.
Mais ça ne peut pas se substituer, quoi. Alors que actuellement, ça se substitue simplement parce que c'est l'intérêt du capitalisme que de nous maintenir dans cette espèce de... Là, en plus, espèce de satisfaction de je fais quelque chose, j'agis, alors que concrètement, pas tant, quoi. Je l'imagine tellement comme un petit papy tout le temps vénère. Ouais, je pense qu'il doit avoir un côté un peu comme ça. Hein. Ouais. Les outils qu'on nous met dans les mains légitiment le monde voulu par leurs propriétaires. C'est ça. Et c'est-à-dire que c'est pas un outil qui nous appartient, Internet. C'est ça le problème. C'est-à-dire que ça a été vrai très tôt. Internet, tu vois, c'est encore une fois... c'est ça qui est compliqué, donc c'est pas des outils. Hein. Est-ce que ça nous satisfait vraiment ? Bah là, c'est pareil. Dans le bouquin, il dit non, pas vraiment. Mais il parlait de cette addiction, quand même, au fait de toujours y revenir, parce que ça comble un manque, mais encore une fois, ça, en fait, et là, c'est pareil, c'est toujours le truc du capitalisme de créer un besoin et de n'être le seul pourvoyeur de la solution, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que du coup, avec une espèce de présence et de sollicitation constante d'Internet, quand t'as pas ça, ça te crée un besoin, ça te crée un manque, et tu vas forcément chercher à y revenir, alors même que ça te fait pas forcément te sentir bien. Comme le fait de regarder Internet directement dès que tu ouvres les yeux le matin, ou ce genre de truc, ça te fait pas du bien, mais t'as quand même envie de le faire. C'est pour ça que c'est important, je pense, de conscientiser nos comportements, pour essayer de enrayer des automatismes qui, évidemment, sont créés et sont faciles à... Enfin, tu vois, tu peux tomber dedans vraiment facilement, quoi. Je regardais la base d'Internet moderne, c'est ARPANET, qui est un réseau universitaire. Rien de commercial à l'origine. Oui, mais je pense que... Enfin, la toute base, mais... je sais pas si c'est pertinent à analyser dans le sens où c'est vraiment juste... Enfin, tu vois, vraiment dans la façon dont ça s'est démocratisé après, c'est peut-être là qu'il y a quand même à analyser un peu plus, quoi. Bah, est-ce qu'on aurait toujours besoin d'Internet avec une société plus sociale et égalitaire ? Genre, enfin, tu vois ? Est-ce que finalement Internet ne comble pas des manques qu'on a de société sociale et égalitaire, quoi ? Là-bas, c'est un réseau de l'armée américaine. Donc c'est chaud. Donc je pense que c'est un peu compliqué. En fait, on peut pas tellement imaginer qu'est-ce que... Enfin, c'est dur de se projeter, quoi, parce qu'on est tellement loin de tout ça que... C'est passé par un prix for all durant les années 90, début 2000, à un gigantesque centre commercial depuis. C'est ça, en fait. C'est ça, hein. Et c'est bizarre qu'il ait cette vision des blogs comme un truc qui arrête la politique, alors même que justement les blogs étaient un truc un peu libre sur lequel les gens s'exprimaient sans forcément de contraintes. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je trouve ça bizarre son propos, et surtout le fait qu'il ne l'explicite pas. Son propos sur les blogs, je le trouve vraiment bizarre parce que, au contraire, j'ai la sensation que... Et là, on en reparle vachement parce que, comme Meta, ça pue du cul et qu'on a envie de se barrer, etc. Bah, y a des gens qui reviennent justement à des newsletters, à des blogs, etc., où on s'affranchit de gros réseaux et de trucs qui appartiennent à des réseaux néfastes et à des mecs de merde, faut le dire. Putain, vraiment. Donc, ouais, je sais pas trop, quoi. Il a pas connu Twitter. Je sais pas quel est son usage des réseaux, d'ailleurs. M'étonnerait pas qu'il ait vraiment genre rien, quoi. Ouais, la chanson Welcome to the Internet, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que tout s'est développé tellement rapidement. Et je pense qu'il y a aussi un peu ce problème de répondre à une demande et de considérer qu'à partir du moment où il y a une demande, il faut forcément la satisfaire. Et c'est pour ça que je parlais des questions d'avoir toujours des soucis de viewers, d'audience, etc., machin.
c'est de se dire qu'à partir du moment où un truc a de l'audience, c'est que ça marche, c'est que c'est pertinent. Et je pense que c'est une de nos plus grandes erreurs, quoi. Un des plus gros dangers, c'est vraiment de baser la qualité d'un contenu sur l'audience qu'il fait. Et c'est catastrophique. Et de considérer que les gens... Enfin, tu vois, que parce que ça marche, déjà, faut continuer. Enfin, c'est un vrai problème, quoi. C'est un vrai problème. Ouais, ça a décollé. La deuxième partie des années 2010, et puis en fait, tout s'est fait à la fois rapidement et insidieusement, mais le fait de voir que Google... le futur PDG de Google exprimait assez clairement ses ambitions des 90. Voilà quoi. MrBeast, ouais, non mais voilà. Et si encore il y avait que lui... Il peut y avoir une logique, mais c'est vrai que c'est trop peu développé comme argument. Oui, c'est ça. Livre sur la victoire du RN et la disparition du politique de nos pensées qui peut peut-être y répondre, mais pas encore lu. C'est un livre de qui David Beast. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs son vrai blaze. Merci Cliralia pour ton follow. Je sais plus ce que c'est son vrai blaze, mais bon bref. En fait c'est ça le problème, c'est vraiment l'audience. Ah Jimmy quelque chose, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, c'est ça. Michael Fossel, ok, très bien. Bah ouais, alors je pense que de toute façon, il y a une... Enfin... Il y a une vraie réflexion à avoir sur nos comportements en ligne, ceux dont on a la sensation de dépendre, ceux dont on peut s'affranchir. Enfin, à partir du moment où on commence à conscientiser, ça veut pas dire qu'on doit arrêter complètement d'utiliser Internet et tout machin. C'est pas ça. Je pense pas qu'il faille non plus culpabiliser à outrance, parce que c'est pareil, ça sert à rien. Mais se questionner sur des automatismes aussi, quoi. James Stephen Donaldson, ok. Et voilà, et ça se ressent aussi par exemple sur l'absence totale de prise de risque de gros créateurs et créatrices de contenu, notamment français. C'est surtout d'eux dont ils font parler, parce que bon, les Américains et tout, c'est des concepts qui sont différents. Mais toujours la question de l'audience, de la réussite, machin, etc. Et je pense que c'est hyper important de s'affranchir de ça, quoi. C'est pour le livre, Ersatz. pas pour MrBeast. Trop de name drop. Là, il y a eu trop de noms d'un coup. Mais je pense que c'est un problème, quoi. Cette espèce d'ambition constante et tout, voilà. Et donner aux gens ce qu'ils attendent, voilà, c'est pareil, ça questionne. Est-ce que ce qu'on attend, est-ce que ce qu'on veut, est-ce que, tu vois, je pense que ça... Ouais. Ça rejoint ce qu'on disait sur la pertinence et l'intérêt des réacts politiques, par exemple. Pareil, qu'est-ce que ça véhicule, qu'est-ce que ça encourage, est-ce que... Par qui c'est fait, enfin, voilà, c'est compliqué, en fait. C'est pas neutre, quoi. Vraiment, hein. Le capitalisme, c'est... Ouais. Pas ouf, quoi. Bof, bif, bof. Est-ce qu'on pourrait pas essayer autre chose ? Juste hors de... Et après, au pire, si on constate que finalement le capitalisme c'était mieux, on y revient, mais le livre de MrBeast, je pense qu'il a forcément écrit des bouquins. Enfin, il s'est fait écrire des livres, c'est sûr, quoi. Oui, il y a une dimension un peu voyeuriste, et puis je pense qu'il y a aussi une dimension, comme on disait, qui encourage les gens à avoir un avis sur tout, alors même que c'est important, encore une fois, de prendre son temps pour construire un avis. Et construire son propre avis, même si c'est pas forcément évident. Et ça, je pense que on peut pas se contenter et se satisfaire de calquer nos avis sur les autres, même si, évidemment, que nos avis, ils naissent pas de rien comme ça, mais le fait d'attendre que quelqu'un aborde un sujet pour avoir un avis dessus, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, surtout des personnes individuelles. C'est-à-dire que quand c'est des médias, etc., là, ok, parce que c'est des gens qui vont avoir une analyse et qui vont avoir une vue et un accès à des informations, bon, voilà, et c'est leur taf. Mais sur des personnes individuelles, je trouve que c'est plus compliqué, quoi.
Parce que là, vous voyez, je suis pas moi en train de vous donner mon avis sur le bouquin, on l'a lu ensemble. Donc du coup, quoi qu'il arrive, vous formez votre avis et moi je forme mon avis avec les réflexions qu'on a ensemble et tout. Enfin, du coup, là, je trouve que c'est intéressant. Parce que même quand il y a des trucs que je comprends pas, des mots, des expressions, on analyse ça ensemble. Donc il n'y a pas de supériorité en fait, quoi. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est vrai. Ouais, putain, c'est chaud ça. Hein. Oui, et ça rejoint effectivement la destruction du culte de la personnalité. Et tout nous encourage à ce culte de la personnalité, y compris notre président. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est pas de culpabiliser quand on finit par tendre un peu vers ça. Mais quand on commence à se questionner et quand on commence à voir les ramifications que ça prend et les formes que ça prend, bah du coup c'est plus facile de se dire attends, là peut-être ça c'est pas ouf, peut-être que là j'en attends trop de cette personne, peut-être que là je fais trop confiance d'une certaine façon à l'analyse de cette personne, alors que ce serait peut-être pas mal de chercher vite fait d'autres avis à droite à gauche, quoi. Coucou Pourra. Oui, ça ramène à l'interview de Maudit, mais c'est ça, hein. Ouais. C'était cool avec Queenie, ouais. C'était vraiment cool et je suis contente et ce sera bientôt morcelé en ligne sur la chaîne du Knamenjmin, mais ouais, c'est pareil, je pense que c'est aussi là, c'est de toute façon la question de la convergence des luttes et tout machin, mais quand on disait la nécessité d'avoir des trucs qui sont pas toujours super bien faits, de tâtonner, de montrer quand on comprend pas, de montrer quand on apprend, ça je pense que ça aide aussi très effectivement à détruire un peu ce culte de la personnalité, parce que du coup tu vois des gens qui sont faillibles, tu vois des gens qui savent pas forcément faire, ou des gens qui disent ça je connais pas, ça c'est un sujet sur lequel je peux pas trop donner mon avis parce que je connais pas suffisamment le sujet et j'ai pas envie de vous donner mon avis alors même que j'y ai pas suffisamment réfléchi. C'est important de verbaliser ces choses-là parce que de cette façon-là, on se rend compte que les gens sont humains et que n'importe qui vous paraît super éloquent, ne l'est pas sur tous les sujets et a appris et est parti de zéro sur un truc. Donc ça évite ce truc de gens sortis de nulle part là qui d'un coup ont des grosses idées sur tout, ont un gigantesque cerveau cosmique et tout, enfin vraiment quoi. Oui mais c'est ça hein, Clairalia, et moi je suis d'accord que tu vois il y a ce truc de l'instantanéité alors qu'il y a plein de questions sur lesquelles c'est important d'avoir vraiment un petit délai quoi. Et je pense que c'est ça, c'est que... Et en plus, tu vois, c'est vraiment la réaction. C'est-à-dire que c'est même pas l'analyse, c'est juste la réaction. Mais en fait, je suis pas sûre que nos réactions soient à partager à tout le monde, tu vois. Nos analyses, ok, peut-être, mais une analyse, ça se fait pas instantanément comme ça. Mais nos réactions, je sais pas, hein. Oui, après, je pense que il y a le côté sectaire, côté Vox, Simiolo, c'est le fait qu'on écoute essentiellement les réactions d'une personne. Et qu'on attende que cette personne réagisse avant de se faire notre propre avis. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. À partir du moment où tu t'autorises pas à analyser un truc tant qu'une personne ne l'a pas fait, parce que tu te dis, ah ouais, mais elle est quand même... tu vois, cette personne-là, elle dit toujours des trucs cool, machin et tout, donc je vais attendre de voir ce qu'elle dit. C'est ce que disait Maudit, hein. Tu vois, genre, oui. Moi, si j'avais la sensation qu'il y avait cette dynamique-là, ça me poserait vraiment souci. Je sais que c'est pas le cas, donc je suis plutôt contente. Enfin, je trouve ça cool, quoi. C'est important. Une étrange victoire à l'extrême droite contre la politique. Ah, c'est peut-être ça, Erzatz. Je sais pas, Biero, si t'es toujours là, si tu peux confirmer. J'aime bien Klimovic qui hésite pas à dire quand il connaît pas le sujet, qui veut pas s'exprimer. Ah, c'est cool qu'il le fasse. Moi, j'avoue, je suis pas trop son contenu, mais les contenus des mecs, c'est un peu le problème, quoi. Il dit quand même souvent n'importe quoi. Ah bah voilà, moins que certains, mais bon, ouais. Des gens très médiatiques qui sont capables de parler sur tous les sujets et d'écrire des livres sont plein de trucs inconsciemment. Oui, c'est ça. Ça donne envie de faire la même chose parce que tu te dis, oui, que ça peut être intéressant. En fait, je pense que c'est surtout que... Il y a aussi un peu un truc qui me gêne.
c'est que, tu sais, dans ces trucs de vulgarisation, c'est qu'on a des gens qui ne savent... Enfin, moi, j'aime bien les gens qui vulgarisent un sujet très pointu qu'ils connaissent. Mais quand j'ai la sensation que t'as des gens qui font de la vulgarisation sur des sujets qu'ils connaissent pas... Enfin, tu sais, c'est ce bail de... Donc, il y a quelqu'un qui considère qu'il est plus à même de t'expliquer des trucs, même des sujets qu'il connaît pas, comme si c'était... On te donnait la béquée, quoi. T'as vraiment quelqu'un qui va bouffer un sujet et qui va te le régurgiter. Bah, je sais pas. Je sais pas ce que j'en pense. Je pense qu'il y a des sujets qui s'y prêtent absolument pas, en fait. Ouais, la vidéo sur le plagiat de Edge Bomber Guy, elle est trop bien, cette vidéo, évidemment. On l'a recommandée, re-recommandée, ouais, elle est longue, mais... Le cas de plein youtubeurs mecs, mais c'est ça l'IA, en fait. Hein, tu vois, c'est vraiment... J'appelle ça le mindset, on ferait. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment des mecs qui ne se remettent pas en question et qui sont très contents de se mettre en position de supériorité systématique, quoi, tu vois. Et la question de l'autorité que t'évoques, Simiolo, oui, je trouve que c'est... Enfin... Figure d'autorité, cette espèce d'éminence dans un sujet ou un truc comme ça, c'est pas bon du tout. Surtout sur certains sujets politiques, les sujets de lutte, de féminisme, etc., c'est extrêmement délétère, en fait. C'est pas bon du tout, quoi. Mais ça pose un vrai problème, quoi. Je pense qu'on se... Oui, il y a une inefficacité. Je suis assez d'accord, ouais. C'est-à-dire que c'est surtout de devoir se scandaliser tout le temps, d'estimer... Enfin, mais bon, après, ça, c'est des questions de réflexion autour de la radicalité aussi. Elle est importante dans certains sujets, mais elle doit pas être... elle doit pas être systématique, en fait. C'est ok de pas être radical sur tous les sujets. C'est-à-dire que y a des sujets sur lesquels on n'a pas suffisamment de connaissances pour l'être. Il y a des trucs qui méritent aussi de la nuance. Il y a des... Enfin... Je pense que c'est important de garder ça en tête et... Bon... Enfin... La musique est finie. Je vous remets la musique. Mais ça questionne beaucoup ça, quoi. Moi, je suis pas... Ouais. Je pense qu'il y a un vrai problème là-dessus, mais le problème, c'est que c'est ce qu'on disait sur l'audience, sont des trucs qui marchent, quoi. Ça fait de l'audience. Donc ça veut dire que ne pas faire ça, pour certains, certaines, c'est un manque à gagner. Mais du coup, le problème, c'est que à partir du moment où tu produis ce genre de contenu parce que tu y gagnes quelque chose, ben pour moi, ça rend caduque tout le propos, en fait. C'est-à-dire que ça veut dire que ta motivation première, elle est monétaire, quoi. Donc là, il y a un problème, quand même. Et l'idée, c'est pas non plus de dire « Ah là là, tu cherches à faire de l'argent dans le capitalisme social traître ». Mais pas du tout. Mais juste, ben, faut questionner la motivation de base, quoi. Mais... Non, mais en plus, en vrai, je pense qu'on peut critiquer la radicalité sur certains trucs. Enfin, enfin, critiquable. On peut la questionner, sans forcément critiquer. Et après, ça dépend. Critiquer, c'est pas forcément négatif, mais je pense qu'il faut avoir du recul là-dessus aussi, tu vois. Il y a certains sujets sur lesquels c'est important, nécessaire, et voilà. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué, quoi. Même si ça, oui, c'est ça, certains points de vue méritent d'être écoutés et creusés. Oui, enfin, c'est pas pour autant qu'on n'y adhère pas. C'est ça, enfin. En fait, je pense qu'il faut se dire aussi que n'importe lequel de nos points de vue ne se sont pas formés en 2 secondes, quoi. C'est-à-dire que il a été nécessaire d'écouter plusieurs personnes dire la même chose, ou le dire différemment, ou dire un truc et quelqu'un d'autre dire son opposé, pour que toi, tu commences à réfléchir, à te dire « Ah ouais, quand cette personne-là dit ça, je suis assez d'accord, mais quand cette personne-là dit ça, peut-être un peu aussi, et ben voilà. » Mais t'as des gens, je pense, qui n'écoutent qu'une seule personne. Et, enfin, tu vois, il y a un peu ce truc de... Je sais pas. Je pense qu'on peut vite se laisser un peu
on peut vite se laisser un peu endormir en se disant ok, cette personne-là, elle est basée sur certains sujets, donc elle est basée sur tout. Enfin, il faut jamais vraiment complètement endormir sa vigilance non plus, quoi. Oui, non, mais je vois, hein, Clairalia, ouais. Il a souvent une façon de s'approprier des sujets en les dépolitisant. Ah, ou de parler... Oui, mais je pense que... Bon, moi, je me méfie un peu de Viktorovitch... Klimovic Clément Viktorovitch. Juste parce que il s'aime beaucoup parler et il parle bien. Enfin, tu sais, genre, il a été beaucoup porté au nu en mode, oh là là, il explique trop bien les trucs et tout. Et ça, je sais qu'il y a, aucun mec qui gère ça correctement. Aucun. Vraiment. Donc, je trouve que, ouais. Still a guy, non mais c'est ça, hein. Voilà. Moi, je me méfie, en fait. Je me méfie vraiment. Et comme l'autre, là, c'est quoi? C'est l'esprit critique? Sur lequel il y a eu une vidéo qui est sortie et tout. Ouais, c'est ça, l'IA, tu vois, on est d'accord, quoi. Il a jamais daigné répondre sur son implication dans les events. Ça a suffi pour me faire douter du bonhomme. Ah, il y a participé? Putain, mais je suis tellement pas, moi. Ah, mais je savais pas qu'il a dit ça aussi. Important de donner la parole au RN par respect pour la démocratie. On parle de Viktorovitch, Tipoud. Ouais, c'est ça, Erzat. Après, tu vois, c'est un peu dommage parce qu'on se dit, c'est vrai que c'est quand même bien de maîtriser les mots et la rhétorique, en vrai, voilà quoi. Mais pour moi, bon. C'est un potentiellement red flag. Il a fait une Samuel Etienne, putain. Ouais, la vidéo, ouais, c'est un gros bail, hein, l'esprit critique, c'est ça. Hein. Ouais. Fake Amassori. Il a un spectacle, Viktorovitch. Putain, mais moi, je suis pas, hein. Je suis pas les actes de tous ces gens-là. Tu peux être mal vu si tu dis que t'es un peu d'accord sur un sujet avec des gens avec qui t'es d'habitude jamais d'accord. Oui, on va être hyper violent et c'est incompréhensible que t'aies pas envie de le dire. Bah, en fait, c'est compréhensible que t'aies pas envie de le dire, je suis d'accord, ça dépend qui. Non mais je vois, oui, moi non plus j'ai pas d'exemple, mais je vois ce que tu veux dire à Biero. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens pour qui la nuance est vue vraiment comme une compromission. L'idée, c'est pas d'avoir des takes de boomer en mode relativisme 2.0 et tout machin, hein. Mais c'est juste que je pense que la nuance, elle est vraiment importante parce qu'à partir du moment où t'as conscience que toutes les expériences sont différentes et qu'il y a plein de profils, enfin, il y a autant de situations que de gens. Donc oui, bien sûr qu'il y a des trucs où tu peux pas calquer 100% un truc qui s'adaptera à tout le monde. Et c'est important aussi de, oui, se questionner même sur des certitudes qu'on a. Bah, des fois, il y a des trucs qui peuvent bouger. Mais en fait, à partir du moment où tu commences à peut-être bouger d'une position que tu tenais, les gens vont se dire, ah voilà, tu te compromets, t'as changé, machin. Alors encore une fois, ça dépend des sujets, hein, je veux dire, voilà, mais c'est compliqué. Ah, il est en tournée actuellement, ok. L'esprit critique, c'est pas un truc qu'on abordait à l'école, en tout cas. Ce serait... Ah oui, non, mais quand on... l'esprit critique, c'est une chaîne, quoi, ouais. C'est pas juste un compte vitrine pour vendre des formations. Bah, c'est ce que j'en avais compris. Bah si, c'est ça, en fait. J'ai pas encore regardé la vidéo en entier, mais... C'est pas Samuel Etienne non plus. Oui, non, Samuel Etienne, c'est difficile. Hein. Pas de soucis, Rémi, bonne soirée. Mais ouais, non, Samuel Etienne, c'est autre chose, mais... Après, voilà, quoi. C'est vraiment juste des mecs blancs, valides, cis, et c'est difficile parce que c'est des mecs qui, du coup, remettent pas du tout en question ça. Et bien sûr que ça fait un peu caricatural de dire ça, mais en fait, ça agit beaucoup sur leur contenu, et moi, c'est plus du contenu que j'ai envie de voir, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est de toute façon des gens dont on entend déjà trop le point de vue. Et quand bien même ils ont des propos qui sont possiblement moins problématiques que d'autres, ça reste des points de vue de perspective qui m'intéressent plus et dont on n'a plus besoin, je pense, en fait, vraiment, quoi. Oui, je suis assez d'accord, Fantomas, le côté un peu viriliste, tu vois, le côté performance, le côté moucher les autres, etc., le beau mot, la bonne formulation...
Donc là, c'est pareil, tu vois, ça laisse pas tellement de place aux gens qui vont avoir moins d'éloquence, tu vois. Alors que bon, franchement, à un moment donné... Aurélien Barraud, alors moi je connais pas suffisamment son contenu. C'est un scientifique, non, il me semble. C'est ça, hein, qui parle d'écologie, etc. Je vois, je vois qui c'est, mais je connais pas assez, quoi. Ouais, les prophètes aiment bien les battles d'éloquence. Bah, disons qu'en fait, c'est comme ça qu'ils arrivent... en fait, quelqu'un qui parle bien et qui parle beaucoup... Après, en même temps, on va dire ça de n'importe qui s'exprime sur Internet. Voilà, mais c'est... Bon, chez les mecs, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que ouais. Je trouve ça, je trouve ça vite, compliqué. C'est pas non. Encore une fois, c'est pareil. C'est pas systématique non plus. Mais bon, disons que c'est pas des contenus que j'ai envie d'écouter, quoi. En fait, c'est ça, je crois. C'est que ça me gonfle. Ça me gonfle. Mais non, mais Marie, tu vois, c'est... Enfin, en vrai... et puis c'est pas... Là, l'idée, c'est pas non plus de te juger si t'aimes bien ce qu'il fait et tout. Enfin, encore une fois... Bah là, c'est pareil, tu vois, on est dans un espace d'échange où c'est pas... Enfin, ça a pas de sens de dire « Ah là là, tu l'aimes bien, oh là là... » T'as pas suffisamment d'analyse du truc, c'est pas ça. Parce que je pense aussi qu'on a parfois des points, tu sais, sur lesquels on est plus sensible que d'autres. On n'a pas... Enfin, tu vois, certains red flags, certains trucs... Oui, mais je pense aussi, hein, Cliralia, je pense que, en fait, c'est pas moi qui n'ai plus envie d'écouter ce qu'il dit, ne veut pas dire que je pense que c'est néfaste de l'écouter non plus. Enfin, tu vois, c'est juste que je pense que c'est important de le dire dans le sens où ça permet de prendre conscience de quel point de vue il parle. C'est-à-dire que on se rend pas forcément compte, comme tu vois, oui, mais t'as le soleil dans la tronche, mon bibi. Comme dans un, dans une certaine mesure, quand je disais à ma mère, par exemple, que moi j'essaye de faire en sorte de lire quand même plus de femmes et plus de personnes minorisées, etc. Parce que je sais que d'emblée, je suis amenée à rencontrer plus d'avis d'hommes, de façon générale partout. Ma mère, au début, elle était là, oh, bah t'abuses quand même. Et je lui dis, mais non, parce qu'en fait, je suis obligée de faire cet acte conscient pour que ce soit équilibré. Même pas pour que je lise plus de femmes que d'hommes, mais pour que je lise autant de femmes que d'hommes, par exemple. Donc, du coup, elle me disait, oh là là, t'abuses et tout, machin. Je disais, mais non, en fait. Moi, là, je cherche juste à ce que ce soit justement plus équilibré. Et je suis obligée, en fait, de faire l'effort d'un côté. Parce que sinon, d'emblée, effectivement, c'est que des mecs que je lis. Donc là, c'est pareil, tu vois, pour Viktorovitch. Tant mieux si, effectivement, il y a des gens qui tombent sur son contenu, et vaut mieux, ça va être encore l'exemple type, je préfère que des gens tombent sur son contenu que sur le contenu de... comment il s'appelle merde. Leclerc. c'est vraiment mon exemple type, quoi. Évidemment que je préfère. Et donc c'est pour ça que... et on sait très bien que combien de mecs préfèrent écouter des mecs qu'écouter des meufs. Donc c'est pour ça que, oui, son contenu, il doit exister. Il est là et il a des raisons d'exister. Mais en fait, il faut que ça s'inscrive dans une réflexion un peu plus profonde ensuite, quoi. Tu commences par là et ensuite tu te dis, ok, bon, lui il dit ça, mais il y en a d'autres qui disent d'autres trucs, enfin voilà, quoi. Il y a un niveau de pertinence que tu peux pas vraiment obtenir sur certains sujets sans avoir affaire à des concernés, mais c'est ça, et il y a plein de gens qui en ont pas conscience, mais du coup, là les idées, elles se forment, quoi. Donc je pense que c'est ça, c'est que c'est des contenus c'est des contenus qui existent. Moi, du coup, là où j'en suis de mon parcours et de ma réflexion et de ma démarche, j'ai pas envie, quoi.
Parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui vont avoir des propos aussi pertinents que lui, mais qui parlent d'un autre point de vue que du point de vue d'un mec blanc qui a déjà une forme de levier de domination, quoi. Bah oui, lui, c'est compliqué parce que de toute façon, de base, le contenu qui est proposé, c'est des contenus d'hommes, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est ça qui est poussé. Enfin, c'est même pas poussé, mais c'est juste, tu vois. Et c'est normal que si tu fais pas cet effort, c'est-à-dire que si tu cherches pas, par exemple, sur certains sujets, on en parlait justement avec les filles ce week-end, quoi. Il y a certains sujets sur lesquels t'as juste pas de meuf. Par exemple, on parlait de les espaces liminaux, les backrooms et tout. T'as quasi pas de meufs qui s'expriment sur la question et qui font des vidéos et tout. Sans doute parce que le sujet est saturé de mecs et qu'elles se disent bah ça a aucun intérêt parce que ça va être juste de la redite de ce qui a déjà été fait et tout. Alors qu'en fait, on a besoin, ça sera pas de la redite puisque ce sera un avis de meuf. Et on pourrait se dire que ça change pas grand-chose. Mais en fait, si, de ouf. Donc, quand t'as commencé le stream, t'avais déjà une idée assez claire de ta démarche vis-à-vis de ton approche du stream militantisme. C'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure. Alors, ça s'est forcément construit au fur et à mesure, parce que c'est pas un monolithe. Hein. C'est-à-dire que même ne serait-ce que dans la croissance d'une communauté, t'as des choses qui se développent et où t'es obligé de t'adapter. Des trucs des enjeux qui n'existaient pas au moment où j'ai commencé. Maintenant, je pense qu'il y avait des trucs qui étaient déjà assez clairs. Tu vois, il y avait quand même des trucs... ne serait-ce que, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis beaucoup de temps à accepter d'appeler les gens qui me suivaient ma communauté, parce que j'avais pas envie, j'avais vraiment... Enfin, tu sais, il y avait ce truc sectaire dans ma tête et tout. Et au bout d'un moment, j'étais en mode... Non, mais bon, en fait, il faut qualifier les choses, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tu peux pas... tu peux pas dire les gens... Bon, voilà, enfin, au bout d'un moment, je me suis dit... Si moi, ma démarche, elle est plus consciente là-dessus, et si justement je fais gaffe, et si c'est quelque chose que de base je supporte peu, il y a moins de risques que ça pose problème, quoi, en gros, que j'en abuse, parce que de toute façon, de base, j'avais ce truc-là qui me mettait pas à l'aise. Encore une fois, je suis pas exemple de problème non plus, hein. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est pas de se dire, oh là là, moi j'ai fait ça super bien. J'en avais conscience dès le début, ouais. Ouais, c'est une évidence. Pas du tout, mais en fait, oui, il y avait quand même... je pense mon rapport avec YouTube a fait aussi que, tu vois, j'ai cloisonné assez vite. Enfin, il y avait des trucs sur lesquels je faisais super gaffe. Mais oui, il y a eu une communication de base qui a fait aussi que ça s'est vraiment fait naturellement, quoi. Oui, j'étais déjà claire sur Twitter. C'est vrai qu'en fait, j'ai du mal à avoir un regard extérieur là-dessus. J'ai l'impression que ça s'est fait un peu naturellement. Je pense que c'est... Ouais, peut-être effectivement les gens qui me suivent, qui peut-être de l'extérieur ont une vision de mon discours à l'époque. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs... Il y a des tas de trucs... c'était plus logique, quoi. Il y a plein de trucs que je fais où c'est juste logique et c'est pas une espèce de démarche où je me dis « Ah, il faut que je me force à faire ça. Il faut que je me force à verbaliser certains trucs avec les gens. » En fait, je me dis juste c'est normal et c'est respectueux et c'est plus confortable pour moi. Donc bon, bah, toutes les raisons de le faire, en fait, quoi. Que je refasse du contenu ciné sur YouTube, bah putain, ça c'est difficile, hein. Pas sûr que ça réarrive, ça, hein, parce que faire des vidéos, putain, c'est long, quoi. C'est vraiment long. Même les plus petites niches peuvent être approchées par différents biais. Non, mais vraiment, hein. Vraiment, hein. Il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais juste que ce soit des meufs qui en parlent, et puis voilà, quoi. Quand est-ce que j'ai commencé les lives ? Alors, sur Twitch, j'ai dû commencer en 2017, 2018. Et c'était vraiment sporadique au début. Après, 2019, il y a eu un peu une pause. Enfin, je faisais des lives de temps en temps, mais c'était toute l'année de mon burn-out. Donc ça a été une année vraiment difficile. Et puis après, 2020, j'ai monté mon PC et tout. Ah, les podcasts, je sais pas si... Est-ce qu'il y a un S ou est-ce qu'ils sont dans les... Ah ouais, tu vois, toutes les participations au podcast sont dans les réseaux. Non, mais t'inquiète. Mais c'est vrai que oui, du coup, je suis plus amenée à participer à des podcasts maintenant qu'à faire des vidéos, j'avoue. Mais
J'ai cité une question expliquée. Ah oui, que j'y répondais pas. Oui, ouais. Oui, c'est vrai que je crois qu'assez tôt, je trouvais que c'était important, pas juste de pas répondre, mais d'expliquer pourquoi je répondais pas. Oui, alors ça, c'est vrai que ça a été... Oui, je pense que ça, c'est une démarche... je me mets là parce que, finalement, on est toujours chez Barbara. Mais je pense que ça, c'est un truc que j'ai fait assez tôt, où je trouvais que c'était important de pas juste... éviter les questions... Enfin, mais tu sais, juste d'expliquer, quoi. Mais je pense que c'est parce que... Encore une fois, tout ça, c'est motivé beaucoup par le confort. C'est-à-dire que si j'ai pas envie qu'on me pose une question, ben, c'est bien d'expliquer pourquoi, parce que comme ça, on me la reposera pas. Si je l'évite, les gens vont juste continuer. En fait, je pense qu'il y a ça aussi, c'est que je voyais bien, en commençant dans le YouTube beauté, que le public, et que tu vois, les gens dans les commentaires et tout, sont très curieux et te posent beaucoup de questions. Mais parce que les gens sont comme ça, et voilà. Mais moi, ça m'a paru logique de pas répondre à tout, et parce que je voyais aussi des gamines, mais vraiment, tu vois, des gamines, même pas ados, à peine pré-ados, mais encore quasiment enfants, qui répondaient à des questions très privées sur elles, sur leurs frères et sœurs, sur leurs parents, sur là où elles habitaient. Et c'est très compliqué, et ça m'a terrifiée, je pense. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc de même pas peur pour moi, etc., machin, mais je voyais bien que, en gros, tant que tu donnes aux gens ce qu'ils demandent, ça sera toujours plus. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où les gens seront satisfaits et vont arrêter. Ça va vraiment être exponentiel. Donc, en fait, il faut fixer une limite directe, d'autant que ça permet aux gens de savoir un peu où ils foutent les pieds, et de les habituer à ce que parfois tu dises non. Et que t'expliques, mais que tu dises non. C'est-à-dire que tu sois pas à disposition, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Hein. Oui, non, mais ça, dans les milieux féministes, les milieux féministes ne sont évidemment pas exempts de problèmes. Hein. Enfin, au contraire. Hein. C'est-à-dire que... Et puis, encore une fois, c'est pas parce que tu es rodé à certains systèmes d'oppression que tu peux les éviter. Ce serait trop simple. En fait, mais dans tous les milieux, c'est pas parce que tu sais comment un truc fonctionne et que tu peux l'identifier chez les autres que tu vas l'identifier chez toi, ou que tu peux le lutter efficacement. Enfin, ce serait trop simple. Avoir conscience d'un truc, c'est instantanément savoir le combattre. Bah non. Bah non. Tu m'as connu grâce au stream reconductible, hein. Mais c'est vrai que le stream reconductible, pour le coup, en plus, moi j'étais plutôt dans l'ombre puisque j'étais à la com. Mais c'était bien. Ouais, c'était cool. Putain, avec Queenie, quoi. Quel team on formait toutes les deux. J'ai connu une fille qui rentrait dans plein de détails perso, bah ouais. Alors qu'elle était mineure, c'est super chaud. C'est super chaud. Parce qu'en fait, il y avait vraiment cet aspect, je pense, dans le YouTube beauté de... un peu... pas journal intime, mais tu sais, c'était une communauté où tout le monde se connaissait un peu. Enfin, ça dépend dans quelle sphère, mais du coup, il y avait un côté intime. Voilà. Vraiment un côté intime. C'est pour ça que moi je fais aussi hyper attention à vous rappeler que même sur le Discord, vous ne savez pas qui vous lit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont rentrés dessus, qui sont en leur, qui s'expriment jamais, mais donc de pas non plus... L'idée c'est pas de casser cette bulle, mais de pas non plus avoir la sensation que vous êtes protégé de tout. Simplement parce que, bah oui, là pour le coup, je pense que c'est de ma responsabilité de agir comme garde-fou, et oui, c'est de vous protéger quand même d'une certaine façon, même si parfois c'est du coup amené à vous dire des trucs qui sont pas forcément super agréables, mais des fois c'est vraiment nécessaire, parce que c'est pas contre vous, c'est au contraire vraiment pour permettre de ne pas regretter des démarches que vous pouvez avoir en vous disant putain, si j'avais su, j'aurais pas partagé ci ou ça, etc. Donc non, voilà. Et je sais que ça peut aller vite, parce que quand on se sent en confiance et quand on est entouré de gens qui sont cool, on baisse un peu notre garde et c'est normal. Mais quand on est sur internet, c'est important de faire gaffe, quoi. Quand tu publies... Mais c'est ça en fait, Guérilène, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont tendance à oublier que ouais, c'est internet, quoi. Donc là, ça veut dire que quand tu postes sur internet, faut vraiment être ok, est-ce que même les pires personnes puissent tomber dessus, quoi. Et ça, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui ont un peu eu tendance à l'oublier, quoi, mais... Oui, il y avait un côté très parasocial, Butch. En fait, c'est ça, je pense que
sais, les côtés chit-chat make-up, machin, etc. Il y a vraiment ce côté, tu parles à une copine, donc tu baisses ta garde. Et parce que c'était agréable aussi d'avoir ce côté proximité, parce que évidemment que tu vois, dans un monde où tout est très façonné, très aseptisé, les pubs, les machins, les trucs, là, en fait, on se retrouvait, mais on en a parlé de nombreuses fois dans les Jeudis Société, mais on se retrouvait face à des gens qui nous parlaient comme si on était leurs potes. Et du coup, ça a rendu tout beaucoup plus facile pour de la pub déguisée, pour... tu vois, enfin... Parce que les gens, effectivement, baissent un peu leur garde. Mais moi, je trouve que c'est important de... Justement, voilà, rappeler aux gens, faites quand même attention, parce que même si vous vous sentez bien ici, voilà, restez un peu vigilant, quoi. C'est moi qui lurk sur le Discord et qui épie toutes les photos de nourriture trop bonnes. Non, mais c'est pour ça. Moi, en plus, vraiment, encore une fois, je le rappelle, il y a absolument zéro souci à lurk, mais c'est vrai que, du coup, sur un Discord, on oublie un peu que il y a du monde quand même, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand vous dites, voilà, en gros, ça sort pas de ce Discord, je suis un peu là, genre, vous pouvez le dire aux gens qui vous lisent là, mais ça garantit pas que toutes les personnes qui vont lire vont vraiment littéralement vous respecter là-dessus, quoi. Et je trouve que c'est important, mais là, c'est vraiment... Même si moi, du coup, c'est pas que c'est pas que c'est dur à dire, mais du coup, des fois, j'ai un peu l'impression, envie d'arriver et de dire attention. Mais parce que je pense que c'est important pour vous, quoi. Parce que je me dis, oui, j'ai pas envie de profiter de vos moments de vulnérabilité en vous disant, t'inquiète, mon petit chat, y a pas de souci. Si, quand même, faites gaffe, quoi. Donc ça, c'est important. Après, ouais, il y a des trucs... C'est vrai qu'il y a des trucs qui tiennent de la logique et je sais pas, je comprends pas comment ça se fait que tout le monde n'a pas ce souci-là, mais bon, encore une fois, les motivations de tout le monde sont pas les mêmes, quoi. Mais je trouve ça trop important. Enfin, et puis c'est une responsabilité de ouf, en fait, quoi, de... Il y a eu tellement de dérives, il y a eu tellement de problèmes, tu vois, de gestion, de communauté, d'abus, etc. que, ouais, très tôt, moi, par exemple, j'ai empêché qu'il y ait des vocaux en libre service sur mon Discord. Ça a été très vite hors de propos, parce que il était hors de question qu'il y ait un espace au sein de mon Discord à moi, dans lequel les gens puissent communiquer sans que j'ai un œil dessus. Ce qui fait un peu, effectivement, œil de Moscou, et c'est un truc que j'ai, en fait, assez rapidement assumé, parce que, de toute façon, c'était une évidence pour moi. Si je peux pas contrôler ce qu'il y a dessus, ça dégage. C'est super chiant à modérer, mais c'est surtout impossible. Continuez à parler de généalogie, de doxer les noms de jeunes filles de vos mamans, mais c'est ça, Tipout, tu vois. Et je sais pas, du coup, oui, c'est des trucs auxquels je pense systématiquement, alors que c'est vrai que ça viendrait pas forcément naturellement, mais moi je vois bien, dans l'enthousiasme, les gens partagent sur le sujet, et ci, et ça, et telle région, et tel prénom, et je suis là, hop, 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 hop. Je connais l'enthousiasme de la crypte, et je sais que ça peut pousser à faire des conneries. Alors même que les gens sont globalement plutôt vigilants et plutôt informés sur plein de sujets, mais je sais qu'on peut avoir des moments où on se relâche un peu et hop là, ça y est, voilà, et non. Donc ouais, voilà. Mais je pense que ça, c'est aussi une démarche perso où dans ma vie, ça a vachement évolué aussi, le côté de pas s'excuser de vivre, en gros, un peu, enfin, tu vois, donc d'assumer certaines décisions, certains choix et de pas s'excuser, tu vois, vraiment, hein, c'est ça, de considérer que j'ai raison là-dessus, que c'est chez moi et que de toute façon, il y a personne d'autre qui a une vue autant d'ensemble que moi, quoi. Donc, quel est le prénom de ton chien? Non, mais c'est ça. Enfin, c'est en vrai, voilà. Hein. Et c'est pas non plus de la parano, tu vois, parce que je pense que je laisse quand même une part de liberté et tout, mais c'est juste qu'il y a des trucs, ouais, sur lesquels je suis vigilante, quoi. Voilà. Je suis obligée de circonscrire les petits CE2 parce que sinon ils partent dans tous les sens là, avec le doigt dans le nez, voilà. Hein. Ça va vite, hein. Tu cours avec un crayon dans la main, tu te le plantes dans l'œil et puis c'est terminé. Des CE2 qui courent autour de la piscine et tout là, on les connaît, hein. Mais du coup, je pense que ça aide aussi.
ça aide aussi à prendre conscience que oui, c'est possible, quoi, en fait, de faire ça correctement et de faire en sorte que les gens se sentent bien et de faire quand même en sorte que les gens fassent gaffe, quoi. Ouais, le nombre de trucs qui sont là pour te piquer tes questions de sécurité, c'est ça, hein. Maîtresse, Dylan, il prend mon époux en taille-crayon. C'est vraiment ça. Ouais, Lyd, c'est pour récup vos dates d'anniversaire, c'est ça. J'avoue, putain, malin. Un momito. C'est malin, hein. Après, on va partir avec le pognon de tout le monde. Aux Bahamas. Alors qu'on en a rien à foutre des Bahamas. Attendez, regardez-le. C'est le Momito Show. Momito. Momimo. Regardez-le. Regardez-le. Il est tout à l'envers. Oh, bibinou. Ça va, t'es bien là? Il est tout plié. T'es content? Oh oui, oh lolo. Regardez ses petites pattes. Ouais, c'est agréable. Oh là 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 là. On est en train de le perdre. Sa petite bouche ouverte. Oh là 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 là. C'est vrai, j'expose la vie de mon enfant sur les internets. C'est pour faire de la thune, hein. T'es revenu de la vaisselle, regarde ça, il est trop mignon. Regarde ça. Oh là là, le mec. Mais voyez, il se met... c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il s'est fait mal la dernière fois. Il coince sa queue là comme ça. Mais enfin, Momito. Il y a juste un peu de soleil qui passe sur ses petits poils là. Regardez ça, regardez ce fluff là. Regardez, c'est Gérald de Rive. Mais regardez-le. Ça va, mec? Sur ta petite moto? Oh. Oh. Ce petit menton là, effectivement. Le bidou n'est pas du tout interdit, comme vous pouvez le constater. Voilà, on est bien. On est sur la base d'un momito relax, quoi. Très bon Momo. Bravo. Tu restes vraiment dans cette position, hein. C'est bien, mon chat. Ça va avec la petite musique. Elle est bien, hein, la musique. Je vous remets le... Attendez. Je l'avais mis, j'ai mis le lien là? Non, c'est pas ici que je l'ai mis. Je l'ai mis où? Ah mais oui, merde, parce que c'est vrai que ça a coupé. Attendez, je vous remets le lien vers l'album. Que vous pouvez écouter chez vous aussi, si vous le souhaitez. Ah là, bravo! Bravo, Alt. Et bravo, Al. En tout cas, c'était cool cette lecture et toute cette discussion. Ça me fait plaisir. Je suis, ouais, en effet, curieuse. Alors, donc, son nouveau bouquin est à 26 balles. Celui-là était à 10 balles. Voilà. Capitalisme, critique du capitalisme, mais pas trop pour Jojo, hein. Jojo, il s'est dit, allez, 16 balles de plus pour le prochain. Alors que c'est le même nombre de pages. Après, je sais pas le format. J'ai l'impression que l'édition que j'ai vue, ça avait l'air d'être peut-être un petit peu plus. Mais bon, n'empêche que ça me rend curieuse. Ouais, on s'emmerde pas, hein. Bah non, bah écoute, faut bien vivre, hein. Peut-être qu'il est plus prof maintenant et qu'il vit que de... Je sais pas comment c'est d'ailleurs les statuts artiste-auteur et tout aux États-Unis. Parce que je sais pas si c'est aussi merdique qu'en France. Parce que bon, faut se dire les choses, quoi.
Ouais, c'est ça, Tali, tu vois, c'est ce que j'aime bien. Lecture d'après-midi, ça nous permet d'avoir vraiment le temps de... Bah là, en plus, je savais que... on allait le finir et que du coup, c'était cool d'avoir le temps d'en parler, quoi. Je suis très contente. Merci à vous de m'avoir accompagnée. Le livre était vraiment à la hauteur de mes attentes, même malgré effectivement certains points critiquables. Je trouve que globalement, Jojo est basé, quoi. Ouais, je pense que c'est pire aussi, hein. J'ai du mal à voir dans quel monde ce serait mieux. Ce serait vraiment étonnant. C'est un peu ça, tu sais. Non, tout est forcément pire aux États-Unis. Je pense que, ouais, tu publies pas, et puis alors je sais pas, ça m'étonnerait pas que ce soit un truc où t'as pas. T'as même pas d'avance en fait. Mais pas de soucis, Arzat, bonne soirée à toi, merci beaucoup d'être passé. Tu repars avec plein de refs, ouais. Là, c'est vrai qu'on en a eu pas mal, c'est cool. Hein. Si t'es enseignant et auteur, c'est ça. Je sais pas trop. Et je sais pas trop combien tu gagnes en étant professeur non plus. Hein. T'es un professeur de théorie de l'art moderne. Et donc, son premier bouquin, L'art de l'observateur, c'est 94. Ça a été traduit par Jacqueline Chambon. Si t'es connu, tu peux négocier avec l'éditeur. Oui, c'est ça. Mais alors, connu, voilà quoi. Faut attendre. Je pense, oui, quand t'as des gros contrats, quand il y a des enjeux, là, je pense que tu peux. Ouais. Mais avant ça, sur la question, tu sais, même tout ce qui est BD et tout, pour le coup, je pense que c'est globalement assez merdique, quoi. C'est-à-dire que ça doit... je pense que toutes les premières publications, ça doit être en parallèle à un autre taf. Et une fois que tu commences à avoir un peu de crédibilité et de succès, là, possiblement... Mes momos. Oh là 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 là. Ouais, ouais, non mais là, t'es pas prête de te réveiller, toi. Hein. C'est un peu triste, ouais. Je sais pas, parce que qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Parce que entre 94 et 2013, il a dû écrire d'autres trucs quand même. Enfin, en même temps, j'en sais rien, mais... il étudie le cinéma et la photographie. Donc il a écrit 24/7, ok, alors sinon, traduit en français, il y a aussi Technique de l'observateur, donc ça aussi. Ah oui, donc en fait, il y a que 3 bouquins qui ont été traduits. Celui qu'on a lu là, celui de 94, L'art de l'observateur, et L'écorchement du monde. C'est assez fou que ça a été traduit cette année, quoi. Donc c'est vraiment... Et donc, ouais... Ah, il a aussi fait un espèce de truc, mais qui est vraiment pour le département of Art History de Columbia University, Origins of Modern Visual Culture. Ok. Ouais, c'est ça. Donc, il a un PhD en histoire de l'art, quoi. Et donc, il est né en 1951. C'est vraiment un giga boomer. Gigantesque boomer. Ah, il y a d'autres trucs. One of the founders of Zone Books, which is a press known for publication in history, art theory, politics, anthropology and philosophy. Zone Books. Ah ouais, tiens. Ah, pas mal. Ouais, il a étudié le cinéma, David Nolan. Non mais c'est ça, hein. Ça donne l'impression qu'ils sont moins gangrénés par les auteurs qui sont contraints par le système médiatique. La recherche de gloire est publiée chaque année. Ah, t'as l'impression que c'est un peu plus chill là-bas? Alors ouais, je saurais pas du tout dire quoi. Ouais, l'art comme emploi, l'anticapitalisme comme hobby. C'est ça. Le site La Zone Books, je vous mets le lien. Merde, pourquoi j'ouvre WhatsApp? Pas du tout ça que je veux. Sacré hobby, l'anticapitalisme, on aime bien. Hein. The Power of Reading, From Plato to Audiobooks. Ah oui, il y a des articles... La forme du site est un peu déconcertante. J'arrive pas à comprendre trop ce que je regarde, en fait, mais...
independent non-profit publisher in the humanities and social sciences, with a special focus on interdisciplinary projects. Zone publishes original works by international scholars of philosophy, history, art history, culture and sound studies, as well as political and social theory, that have changed conversations across disciplines. Zone titles are edited by Jonathan Crary, Michel Ferrer, Al Foster and Ramona Nadaf. Ok, pas mal. Et donc ils ont un petit catalogue. Et ils ont un truc international aussi. Je serais curieuse de savoir du coup quels artistes français ils ont publié. Ouais, c'est bien un site de gens qui parlent d'art. 100%, c'est exactement ce que je me suis fait comme réflexion en voyant le merdier, quoi. Je vois pas de nom. Attendez, je vous mets le visuel. Comme ça, vous l'avez en même temps que moi. Les livres sont un peu jolis. Ouais, bah là, c'est quand même... C'est pas très très international, si vous voulez mon avis, quand même. On se fout de notre gueule? C'est quoi cette cheerfulness? A literary and cultural history. Ah, ça doit être intéressant, ça. C'est de... Ouais. Pas de français édité là-bas. Pas que ça ait de l'importance, mais c'est juste que j'étais curieuse de voir qui ailleurs il... Voilà, mais bon, ben là, c'est le truc... C'est le catalogue... C'est le catalogue international pourtant, mais ils s'en foutent, quoi. Coucou Flocon. Ben Kafka. Les couvertures font un peu envie. Mais les sujets ont l'air touffus quand même, quoi. Ça a l'air de déconner zéro, si vous voyez ce que je veux dire. Gaël Krikorian. Ouais, ça a l'air d'être des trucs un peu de niche quand même. De niche la malice. C'est le même piège qu'entrer dans une librairie et vouloir tout acheter, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Que des trucs qui sont pas traduits. Possiblement en plus. Third sex, third gender, beyond sexual dimorphisms. Oh, dimorphisms. In culture and history. Ah, Corinne Marotte. Marotte et compagnie. C'est le contact en France. Eh ben, bravo Jojo. Jojo qui n'a de cesse... Oui, c'est international, mais anglophone, bah, j'ai l'impression, ouais. En tout cas, c'était très cool. Merci à vous. Bravo la culture. Peut-être que le prochain livre qu'on lira, ce sera de nouveau un Barbara Cartland, parce que Claire m'en a quand même offert un. Hein, je vous rappelle que c'est La Maison des Colombes. Donc, pardon, mais c'est nécessaire, quoi. Cette photo est absolument incroyable. Je pense que voilà. Et la couverture... Bon. Pas si fou. Mais le mec a une tête d'acteur français de base. Ouais. Petite pause pour nos gros cerveaux, c'est ça, hein. C'est ça, c'est bien d'alterner. Ah oui, c'est vrai que putain, ça se passait dans les souks et tout, là. Tanger, Fès, Marrakech. Ah ouais, on va avoir du racisme. On va avoir du racisme, préparez-vous. Il y a un perso qui s'appelle Bing. Waouh, badabing, badaboum. Je suis chaud de ouf.
Bah écoute, franchement, Abiro, c'est intéressant parce que ça dépend vachement des traductions. Et franchement, bon, on se laisse quand même prendre au jeu, quoi. Là, c'est traduit par Claude Langlard. Bon, bah, c'est pas Marie-Noël. Parce que notre favorite, c'est Marino, qui nous avait fait une traduction, ouais, bon, voilà, qui était de toute intensité. On avait pu constater que c'était pas du tout la même traduction que... Enfin, c'était pas du tout le même propos que l'original, donc... Orientalisme à gogo, ouais. Attendez, sachez que, donc, le nom... Marino la camarade, hein, vraiment. Le nom du livre, la traduction française, c'est La Maison des Colombes, alors que l'original, ce roman a apparu sous le titre original de Love is Dangerous. Franchement, je suis déjà vachement plus chaud au niveau du titre original. Hein. Ah, ça parle de main de Fatima et tout, là, ça y est, ouais. Love is Dangerous. Donc voilà, donc on fera sans doute ça. Et puis, pourquoi cette traduction ? Non mais ça, c'est comme la traduction de plein de titres de films ou de trucs comme ça. C'est toujours aux fraises en France, vraiment, on se fait chier, quoi. La maison des colombes. Pff. L'amour des colombes est dangereux. Et notamment, non, Gérard Colombe, je sais plus. Il y a pas un vieux gars qui s'appelle Colombe ? Quelque chose ? Non. Je confonds avec qui ? Avec... je ne sais pas ce que j'assimile. Ça existe ? Bah tu vois. Colombo. Denis Colombi. Je sais plus qui c'est. Les informations sont vraiment nulles à chier. Gérard Collomb. Ah, c'est peut-être ça ? C'est Colomb, en fait, pas Colombe. C'est ça, c'est à ça que je pense, en fait. La colombophilie, bah là, c'est compliqué, ça veut dire que t'es de droite. C'était pas le maire de Lyon ? Bah, c'est peut-être ça. Ouais. T'es censuré, Wildy, pourquoi ? Ancien ministère de l'Intérieur. Ah bah voilà. Oui, c'est ça. De la merde, en fait. Ah bah, donc c'est ça. Ok, bah donc voilà. Donc pas de colombophilie, quoi. C'est pas bien. Oh, Momo, t'es épuisé, quoi. Bon, allez, je vous envoie chez qui ? Ah, je vous envoie chez Ditz. Je vous envoie chez Ditz. Félicité Ditz pour son petit truc de club lecture et tout, là. Il a vraiment une tête de vieux gars. Hein. Pigeon. Comment ça... Wildy, t'arrives pas à dire pigeon dans le chat. Pigeon. Pourquoi pigeon est censuré ? Pigeon. Ça, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça pourrait évoquer comme autre mot ? Je comprends pas. C'est chelou. C'est chelou. Façon qu'à te regarder. Donc demain matin, oh là là, demain matin, on retape le manoir des Gothiques dans les Sims, donc ça va être trop bien. On les a fait déménager et tout, là, rappelez-vous. On avait commencé un peu, mais voilà. Merci à vous, je suis très contente d'être arrivée au bout de cette lecture qui m'a vraiment fait cogiter. Voilà. Donc vous pouvez marquer que vous l'avez lu sur vos sites de référence, si jamais. Pig plus autre chose ? Bah ouais, ma pig. Moi, je sais pas trop, c'est bizarre. Hein. Demain soir, jeudi saucisse. Ah oui, on a un débrief, vous avez vu ? J'ai mis le film du débrief. La religieuse de Jacques Rivette. Parce que je me rends compte que j'arrive pas à le lancer toute seule. Donc, je veux le voir. Donc, je me suis dit, bah, go débrief. Très contente, très hâte. Donc, c'est ça qu'on a. Et puis, voilà. Trop bien. Des bisous tout le monde. Bonne soirée.